toutes et à tous. On est en direct sur OVLM. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux petits nouveaux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vais expliquer rapidement le concept. On est en ligne du lundi au vendredi de 19 à 20. On parle sur l'actu, on débat un peu des sujets de société du moment. Avec une équipe qui est là même un élément près d'exception. Donc on va faire un petit tour de table pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et l'invité, je vais lui laisser le grand soin de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Alors, ça va? Je te laisse. Vas-y, ça va et toi? Tranquille? Moi, vous connaissez, c'est GG, hein. Toujours fidèle au poste. Toujours. Je suis assistant d'éducation dans un lycée professionnel dans les quartiers nord. Voilà. Je travaille avec notre jeunesse toute l'année. Et je travaille avec le professeur Ayman. Très bon élément, très bon monsieur. Et bonsoir tout le monde. Je me représente encore. Moi, c'est Slim. Je suis auteur, scénariste et acteur à mes temps perdus. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est Sarah et je suis secrétaire en concession automobile. Voilà. Moi, le meilleur pour la fin. Je suis député des quartiers nord de Marseille, 14e, 15e et 16e arrondissement. Ouais. D'accord. Alors, moi, c'est Ayman. Je suis prof au lycée de l'Estac, dans le 6e arrondissement. Et donc, voilà, pas grand-chose d'autre d'intéressant à dire. J'ai une vie, elle est platonique. Éclatée. Ça va, c'est bon délire. Donc, mais voilà, il n'y a rien de fou. Il y a pire. Après, on a C'est bossé bon aussi, je délire. crois pas que... oui, on va. Alors, pour commencer, le format du coup d'aujourd'hui va être un peu différent de celui d'habitude parce que qui dit invité de marque, qui dit format différent. Donc, on va le laisser se présenter rapidement avec quelques petites questions histoire qu'il puisse se mettre à l'aise et se sentir à la maison. Je suis très à l'aise, t'inquiète. C'est bon, alors impeccable. Donc, parle-nous un peu de toi, ton âge, ton parcours scolaire, si tu as des passion en dehors de ton domaine professionnel, artiste préféré, etc., etc. On y reviendra de toute façon étape par étape. Moi, je m'appelle Sébastien Delogu, je suis un gars des quartiers nord de Marseille. J'ai grandi à Consola. J'ai pas fait d'études extraordinaires parce qu'en fait, j'ai à peu près le parcours de à peu près monsieur et madame tout le monde dans les quartiers, c'est-à-dire échec scolaire sur échec scolaire parce qu'enfermé dans une carte scolaire qui t'amène à rien de toute manière. Ouais. Et j'étais plutôt le mec qui était derrière la classe, qui faisait un peu bordel et qui n'était pas spécialement aimé des profs comme toi. Je connais cette place. Il commence. Et donc du coup, je le regrette aujourd'hui. J'aurais préféré avoir des bagages, etc. Mais je les ai pas, et c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'avancer non plus. Mais j'avais ce rejet de la société. J'ai grandi dans les quartiers comme ça. J'ai vécu pas mal dans la rue, je voyais des gens, j'ai fait un peu tout en fait, tu vois, genre tu allais jouer au ballon dans les quartiers, tu fumais en bas du bloc, tu restais avec... Ouais, en fait, j'ai à peu près tout fait, sauf, on va dire, s'occuper de soi par le biais de l'éducation. Excusez-moi, hein, monsieur le professeur. Ça fait 2 déjà, je vais revenir au score, attention. Et donc, du coup, voilà, après j'ai grandi, j'ai commencé à 13 ans, j'ai travaillé dans une presse à Saint-Louis. D'accord. J'ai rangé les journaux avant d'aller au collège. Et puis après, j'allais les re-ranger. En fait, on les déballait le matin et j'allais les re-ranger le soir, etc. Bon, j'avais 13 ans, j'ai commencé comme ça. Je voulais acheter un rouge à lèvres à ma mère. Donc, du coup. C'est louable, c'est beau. C'est beau. Ouais, franchement, on applaudit. Et C'est mieux pour la maman que pour une fille, hein. Ouais. On précise. Waouh. Oui. Et applaudir travailler à 13 ans. C'est beau. Aussi, ouais. Aussi. Aujourd'hui, à 13 ans. Ça remplace les études, je pense, des vécus C'était comme même ça. pas une corvée, hein, en vrai. Non, c'est ça. Je voyais les gens du quartier, ils venaient. Je savais même quel billet ils allaient sortir, tellement que j'avais l'habitude Juste, de on savoir. nous dit que si tu peux te rapprocher un peu plus du micro, vu qu'au niveau du son. Bien sûr. si C'est c'est bon lui, comme non. ça ou Ouais. pas? Impeccable. Vraiment. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire ce que je peux dans ma vie. J'ai grandi dans les quartiers. J'ai vendu des costumes, j'ai fait agent de sécurité, j'ai monté des échafaudages. J'ai travaillé sur le port autonome, j'ai fait partir les bateaux qui partaient au Maghreb. Donc, j'étais là de 3h du matin jusqu'à à peu près 10h pour faire partir les bateaux. Donc, les gens arrivaient, on les garait sur la route. On connaît. Vous avez bourlingué. Hein.
Ouais, mais je me rappelle, le meilleur souvenir là-bas, c'était la taxe de la hauteur. Parce qu'en fait, les voitures, il fallait pas qu'elles dépassent un certain niveau. Et il y en a, ils arrivaient, ils avaient des étages, des étages, des étages. Ils étaient là, ils disaient, ouais, On les connaît, frérot, ça arrive d'où, là? On les connaît. Ça arrive d'où? De Lyon? Putain, mais j'avais 3 heures de route comme ça. Bon, bref, c'était un quotidien que j'ai vraiment apprécié. J'ai vu des milliers de personnes passer avec, tu vois, des différences. Ça a été quand même exceptionnel. Après, je suis parti faire de la sécurité ailleurs un peu et je suis revenu. Et puis après, j'ai pris le poste de mon père qui était taxi, qui a fait taxi ici à Marseille toute sa vie. Et il est parti en pleurant parce qu'en fait, j'étais tellement un élément perturbateur dans la famille et dans le monde de la société qu'il m'a dit, bon, c'est bon, j'arrête de travailler, tu vas travailler à ma place. Et donc, il m'a mis derrière son taxi et j'ai commencé à travailler dans cette magnifique ville qui est Marseille, où là, j'ai vu ce qu'était réellement Marseille. Ah oui, en taxi. Jour et nuit, je travaillais, donc j'ai à peu près tout vu. Ah, Voilà à peu près où j'en suis. Après, de taxi, Le CV, il n'est pas fini. voilà, je suis passé à député. Voilà, vous l'avez compris. Et quel lycée vous avez fait? Moi, j'étais dans le lycée privé parce que Ouais. mes parents ils pouvaient pas me laisser dans le lycée public. Donc, du coup, ils m'ont enfermé dans des lycées privés. Je suis allé à Sainte-Élisabeth, à Septembre. D'accord. Beau passage d'ailleurs. Un bon directeur, M. Dubois, qui était un vaillant, un bon mec. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as ton ressenti la première fois que tu es rentré dans l'hémicycle? Pour ceux qui ne savent pas, l'hémicycle, c'est l'Assemblée nationale, on précise quand même. Ouais, Voilà. ouais. Ah bon, attends, je vais d'abord revenir sur un truc. C'est-à-dire qu'avant, après, quand j'ai arrêté le taxi, je suis tombé dans la rue, en fait, parce que j'ai vécu dans la rue pendant 1 an et demi. Ce qui fait que le parcours est encore plus louable. Ouais, c'est important de le dire parce que j'ai eu un contrôle fiscal qui m'a amené à perdre pied au niveau des sous. Et donc, du coup, là, je suis tombé dans la rue et j'ai dormi dans ma voiture, sous des ponts, chez des copines, chez des collègues, etc. etc. quoi. C'était une dinguerie, quoi, une vie assez compliquée. Et puis après, je suis arrivé député. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, puisque je rebondis sur ce que tu me dis, là, c'était plutôt... qu'est-ce que je fais là? Syndrome de l'imposteur, je n'ai pas à être ici, les gens qui sont là en face de moi, ils parlent correctement, moi je n'ai pas à être là. Alors qu'en fait, en vrai, tu représentes vraiment ce peuple d'en bas, donc du coup, tu as toute ta place, vas-y, parle, dis ce que tu vis, parce qu'ils ont besoin de ça. Mais ça, je l'ai ressenti peut-être 1 an et demi après, quoi. Au début, j'étais plutôt en mode, qu'est-ce que je fais là, quoi. Oui, tu te sentais que tu n'étais pas à ta place, quoi. Ouais, pas du tout. Ouais, d'accord. Et au bout de combien de temps tu as commencé à te sentir à peu près à l'aise? Tu n'es toujours pas à l'aise? Non, je suis à l'aise, ça va, maintenant je suis à l'aise, mais juste la responsabilité de ce qui est réellement un député à travers le peuple, parce que tu dois avoir une responsabilité tellement énorme que du coup, moi je me disais, mais attends, qu'est-ce que... Et ça allait pas, c'était très compliqué au début, et c'est les équipes, les gens qui m'entourent, les militants et les insoumis et les insoumises, j'espère qu'il y en a qui regardent, qu'ils ont été vraiment très proches de moi et qui m'ont aidé. C'est vraiment des vaillantes et des vaillantes que je ne pensais pas rencontrer dans ma vie et qui m'ont beaucoup apporté. Voilà. D'accord. On les salue encore une fois. Si tu as des regrets, ce seraient lesquels? Dans ta carrière politique, hein, pas dans ta vie personnelle, bien sûr. J'en ai aucun. Ok. Aucun. Bon, impeccable. J'ai aucun regret pour le moment. Parce que, ah oui, un regret, c'est peut-être de trop dormir. Mais en gros, par rapport à tous les autres hommes politiques et les femmes politiques qui existent, je sais qu'en fait, ils ne m'égalent pas, mais je dis ça de façon humblement parce qu'à 3 h du matin, quand il y a le feu dans une cité, moi, je me déplace, je suis là avant les pompiers, avant EDF, avant ci, avant là, et il n'y a pas de politique. Et moi, je suis très souvent dehors dans la rue et tout, mais même si je sais qu'ils ne m'égalent pas, à chaque fois, des fois, à 3 h du matin, je me réveille, je me dis, attends, il n'y a pas eu un problème, alors je regarde les émissions de BFM Marseille, les ci, les là, pour dire, est-ce qu'il ne s'est pas passé une dinguerie durant la nuit? Mais je trouve que le regret que je peux avoir, c'est que j'ai pas trop encore organisé la population à s'émanciper dans ce monde politique pour pouvoir récupérer en fait ces institutions. Mais c'est normal, j'en suis qu'au début. Mais c'est un regret qui va se faire, quoi. Oui, je comprends. Pas trop un regret, mais c'était pour répondre à ta question. D'accord. Il y a quelque chose à manger, quoi. Ouais, non, de toute façon, t'inquiète pas, des choses à mettre sous la dent, on va en avoir, je pense. Une autre question un peu plus originale. Si Sébastien, donc l'humain, le garçon, l'homme des quartiers nord, il devait donner... Celui qui était au fond de la classe. Exactement. S'il devait donner un conseil à Monsieur Delogu, l'homme politique dans sa profession qu'on connaît aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Je dirais d'être un peu plus sérieux.
parce qu'il y a des moments où c'est vrai, les gens ils peuvent se dire ouais, il est là, il n'est pas sérieux, il fait des... Mais en fait, je vous dirais ça. Sois un peu plus sérieux quand même, fais attention de ne pas non plus trop rigoler, mais en même temps, j'ai tellement la joie de vivre de ce qui m'arrive et ce qui arrive aux gens que ça me fait du bien d'être moi-même. Mais exactement. Mais j'ai besoin aussi que les gens me voient comme un homme sérieux. Et donc du coup, là actuellement, moi, ce qui me remonte à la tête, c'est ça. Sois un peu plus sérieux, Seb. Ouais. Bah, de toute façon, après, on est derrière toi pour ce que tu es. Et si tu étais quelqu'un de strict et beaucoup trop droit comme les autres politiques, tu serais pas là. Ouais, je sais. Et voilà. Donc maintenant, on va passer dans les questions un peu plus poussées, un peu plus d'ordre politique. On a préparé un peu des questions parmi les gens qui sont autour de la table. Donc je vais commencer par la première. Donc maintenant que le Rassemblement national a été mis entre guillemets sur le côté pour concernant la majorité pour les législatives, qu'est-ce que le peuple français peut concrètement attendre de cette coalition des gauches qui est majoritaire à l'Assemblée nationale? Mais on n'est pas majoritaire encore. C'est ça le problème. C'est que La coalition des gauches. Oui, on n'est pas encore majoritaire. J'ai fait le récap parce que tout à l'heure, je voulais vraiment avoir le récap. La dernière fois, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais le Rassemblement national, ils sont 143. Les Renaissances, donc les macronistes, ils sont 163. Nous, on est 182. Et pour avoir une majorité absolue... 289. Voilà, et donc il nous en manque 107. Donc on est dans une certaine majorité relative qui nous permet de quand même pouvoir appliquer des lois si on arrive à être nombreuses et nombreux à un moment où on veut essayer de faire passer la loi. Parce qu'il faut être nombreuses et nombreux en commission et il faut être aussi nombreuses et nombreux le jour où tu te retrouves dans l'hémicycle. Si ça passe à 1h du matin, ben, il faut que tu sois là. Ouais. C'est pas, il faut qu'il y a des 10 qui sont tranquilles dans leur circo ou chez eux, en train de vivre leur life. De manger des pépitos. Voilà, ça c'est David Guiraud qui le dit. Donc du coup, on est dans une majorité qui est relative, mais je pense que le combat, en fait, il fait que commencer contre l'extrême droite et que du coup, on a besoin vraiment de s'organiser maintenant encore plus. On n'est pas encore sorti d'affaire par rapport à cela. Il peut y avoir l'année prochaine encore des élections législatives parce que là, on se retrouve avec 3 blocs. Un bloc de soi-disant centriste de droite, un d'extrême droite qui parfois, les deux ensemble, mangent main dans la main et avancent dans des programmes politiques qui sont pas les nôtres. Quand des fois on demande nous l'augmentation du SMIC, ensemble, ils vont voter contre. Quand on demande le blocage des prix de première nécessité, les produits de première nécessité, ensemble, ils vont voter contre. Donc nous, ok, on est 182, on est bien, mais il y en a 89 autres qui, aujourd'hui, font la bascule et qui peuvent faire la bascule comme à gauche, comme à droite. Et ils sont malheureusement pas de gauche. Donc du coup, c'est qu'une majorité relative et on n'a pas gagné. On a juste gagné à ce que le Rassemblement national, l'extrême droite dans ce pays ne gouverne pas, mais on n'a pas encore gagné. Donc du coup, c'est qu'un début. Et moi, je ne veux pas mentir aux gens parce que c'est pas dans mon intérêt de leur dire oui, t'inquiète, le SMIC à 1600 €, ça va être fait, etc., etc. Là, pour le moment, on est dans une optique où le président de la République vient d'annoncer dans le Parisien aujourd'hui, il y a quelques heures, qu'il empêchera le nouveau Front populaire d'être au pouvoir dans ce pays et donc d'accéder au gouvernement. Donc on voit bien qu'ils ne respectent même pas, si vous voulez, leur démocratie. La démocratie qui soi-disant te prône à toi en te disant va voter, c'est important. Exactement. Mais il faut aller voter quand même parce qu'on est, malgré tout, tu vois qu'on les a fait reculer. Et si on fait reculer les gens qui se moquent de la démocratie, qui se moquent de la population et qui fait pas des lois dans le sens de la population, et qu'on arrive la prochaine fois peut-être à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, là, la vie de tout le monde elle va changer d'un coup. Tu fais des décrets, tu bloques les prix des produits de première nécessité. C'est tout de suite, le lendemain, c'est fait, c'est réglé. Le SMIC à 1600 €, c'est fait. La retraite à 62 ans, c'est fait aussi, puisqu'elle a 64 ans, on veut la mettre à 62 ans, ça sera effectivement fait de suite. Voilà. Mais ça vous met des bâtons dans les roues. Mais ça nous en mettra jusqu'au bout, parce que quand tu veux détruire un système qui aujourd'hui favorise le capitalisme français et on va dire les ultra-riches, et pas les riches, parce que j'entends toujours qu'ils disent ouais, les riches ils vont partir de ce pays, etc. Mais ils vont partir où ? C'est qui consomme ? C'est les Françaises et les Français. Donc du coup, nous, on est là pour leur donner plus de pouvoir d'achat, pour pouvoir aller consommer, aller dans les restaurants, aller dans les bars, aller s'acheter des vêtements, etc. etc. Quoi, des choses hyper simples, comme ça se voit actuellement en Espagne, où il y a des mesures qui sont drastiquement faites pour le peuple, qui amènent du pouvoir d'achat au peuple et qui est relancé de toute façon économiquement, mais parfaitement.
et qui attire maintenant des gens qui sont dans un monde à la base libéral, mais qui disent, bon, ben, l'Espagne, ça va, les gens, ils ont de l'argent, donc il faut qu'ils les gaspillent, donc il faut aller s'installer là-bas. Des trucs tout simples, quoi. Parce que si on n'a pas d'autres législatives d'ici 2027, ça va être une stagnation complète pendant 3 ans. Non, je pense que, à mon avis, Macron, il va s'arranger avec les 89 autres qui sont en dilettante, là, et qui ne sont pas avec eux. Et puis, il va les récupérer, ils font passer leur loi comme d'habitude. Mais après, il faut venir... faut voir, hein, tout le monde croit, les députés, ils ont la belle vie, etc. Mais il faut venir à l'Assemblée, il faut se taper des heures et des heures dans des commissions, etc. Et être présent à des moments. Nous, des fois, on était là, on était 13 et on a réussi à 13 à faire basculer un vote alors qu'on n'était que 13. Mais en fait, comme il n'y avait personne, moi, je mets souvent dans mes stories, il est minuit, je montre qu'il n'y a personne dans l'hémicycle et je suis seul à prendre la parole et qu'on est là pour, par exemple, soi-disant, quand ils voulaient soi-disant défendre les agriculteurs, les Rassemblements nationaux, il n'y avait personne pour les défendre. Et ils te disent après, oui, non, mais on est avec eux, etc. Et alors nous, on était là pour essayer d'appliquer une loi qui allait donner un second souffle aux agriculteurs. Et ben là-bas, ils n'étaient même pas présents dans l'hémicycle. Ouais, Ils ont besoin d'aide. Ouais, c'est de l'ironie, c'est du foutage de gueule. Il y en a oui, et il y en a que non. Ils sont pas légitimes, quoi. De toute façon, tu le vois dans le travail, travail du Parlement européen. Bardella, il a fait 5 amendements, je crois. Maintenant, il en a fait 12 parce qu'il les a vite fait en vitesse. Nous, on en avait juste Manon Aubry, qui était notre tête de liste, on avait fait 5000. Plus 5 rapports, lui n'avait pas fait, etc., etc. Bon, après, on peut juger ça, et au contraire, peut-être qu'on va me juger à moi, on va dire, ouais, Seb, tu n'as pas fait de rapport. Et moi, je vais dire oui, d'accord, je n'ai pas fait de rapport, c'est normal, je m'instruis sur la situation, je suis auprès des habitants, je fais remonter ce qu'ils ressentent, etc., etc. Tu vois ? Oui, mais le travail qu'il a fait... Mais Bardella, il n'a pas fait... Voilà, il n'a pas de circonscription, c'est l'Europe. Il était sûrement au fond de la classe, lui aussi, il dormait. Non, même pas, je pense qu'il était en train de faire du média training pour se préparer pour le présidentiel. Mais bon. Ça lui a pas réussi. Payé par vos impôts. Ouais. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, tu as évoqué le fait justement qu'il y en a qui veulent partir pour des questions de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, comment tu expliques qu'il y a de plus en plus de Français qui sont souvent surdiplômés et très bien qualifiés, qui sont amenés à quitter la France à tel point qu'on a des institutions comme celle promue par Karim Zeribi, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui vise justement à rapatrier ces binationaux sur leur terre d'origine. Par quoi tu peux expliquer ça ? Moi, déjà, les États qui veulent attirer des personnes qui sont en capacité de faire évoluer les choses dans leur monde, ça peut être le monde financier, ça peut être l'écologie, peu importe. La France l'a toujours fait pendant des milliers d'années et c'est pas grave. Là, actuellement, on peut voir que la France traite de pire en pire les personnes qui font des études. Donc, du coup, on est passé de surdiplômés en fait à sous-payés. Et c'est dommage parce que en vrai, quand j'écoute un peu le programme qu'on a, nous, le programme politique, à chaque fois on se base sur des personnes qui ont une compétence particulière et qui sont en capacité de nous expliquer le chemin qu'on doit prendre. On n'est pas en train de dire qu'on a la science infuse. Donc par exemple, pour le programme économique que nous avons, il y a des prix Nobel et des économistes, plus de, je crois, 30 économistes ou 50, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, qui ont fait une tribune en disant que notre programme, il était applicable. Bon, ben, du coup, nous, on se réfère à ces gens-là, on est contents. Mais c'est des gens qui ont réussi par eux-mêmes et qui ne sont pas partis. Mais il y en a plein, maintenant, qui, en fait, arrivent dans le monde sociétal et qui se disent, ils sont passés donc de l'éducation nationale au monde du travail, et ils arrivent et on leur dit, bon, ben, tu vas être payé tant. Donc du coup, les gens ils disent moi je veux partir, je ne vais pas rester ici. C'est dommage. Je mérite plus, je mérite mieux. Oui, quand il y a des personnes, quand tu vois un médecin qui sauve des vies, un pompier qui sauve des vies, qui sont payés pour payés des bricoles, je te dis, moi franchement j'ai honte. Et donc du coup, c'est pour ça que tu te poses la question de comment la France elle-même gère ses fonctionnaires, gère ces personnes-là qui ont besoin d'avoir des salaires. Donc c'est pour ça que nous, on demande l'augmentation du SMIC. Ça va augmenter toutes les tranches qui sont au-dessus. Et c'est une manière aussi de récompenser les personnes qui le méritent. Tout à l'heure, j'étais à la CAF. Je parlais aux allocations familiales. J'étais en train de parler avec la direction. Et ces gens-là étaient en train de m'expliquer des faits réels. Et je me disais, mais putain, mais en fait, il faut vraiment vous écouter à vous avant d'aller à l'Assemblée nationale et de poser une loi. Et ils étaient là, oui, monsieur Delogu, oui. Mais en fait, c'est vrai. C'est ces gens-là qui vivent au quotidien.
en fait des actions qui amènent à ce que on se dise bon ben il faut que absolument on se réfère à eux. Et donc du coup je leur ai dit vos salaires ça va, et là tout le monde a baissé la tête. Ça a été fini. Ah oui. Bon bref. Vous avez compris, moi je ne suis pas pour que les gens partent, mais au contraire pour essayer de les élever le plus haut possible dans la société, en les respectant des gens, en les payant correctement, et parce qu'il y a un problème de toute façon qui est structurel dans notre pays, il y a un racisme qui est structurel, qui amène à ce qu'aujourd'hui, on préfère prendre des médiocrités dans notre société et les faire monter parce que c'est le fils à papa d'un tel, plutôt que d'un mec qui vient d'un quartier, qui est racisé, qui en a dans la tête de Qui est ouf, plus méritant, et qui en fait mérite vraiment d'avoir un salaire de malade parce qu'il a inventé un nouveau logiciel qui va faire avancer la sécurité sociale, ou je sais même pas moi, des trucs de fou qui peuvent arriver. Et ben celui-là, comme il est entre guillemets racisé, on va le mépriser, et puis après il va se retourner, il va dire ouais je vais aller vivre au Canada, je vais rentrer dans mon pays, je vais tenter de faire un truc au bled, etc. Et voilà, et on se retrouve sur des choses comme ça. Mais c'est bien parce qu'il y a un racisme structurel et une incompétence au niveau de la France de respecter les gens par rapport à leur salaire, et donc du coup d'augmenter les salaires pour qu'ils puissent au moins ne pas être en concurrence avec d'autres pays qui sont en capacité de leur offrir beaucoup. Je pense que c'est ce qui manque à beaucoup dans la politique française, c'est les gens qui sont vraiment issus du peuple. Parce que souvent, comme vous dites, ça vient, il y a beaucoup par le relationnel, par ces gens qui font les grandes écoles, qui vivent dans des familles bien particulières. Ouais. Et c'est vrai qu'on manque de gens du peuple, qui comprennent le peuple. Il est dans un autre monde. Parce qu'on ressent toujours cette chose que les gens ne se sentent pas compris, souvent. Et je pense que c'est une des raisons principales, c'est ça. C'est qu'on sent pas assez, ça sent pas assez le peuple dans notre vie politique, tout simplement. On s'identifie pas à eux, tout simplement. En fait. Bah non, pas du tout. Clairement. Mais en fait, c'est à vous de les faire sauter. Hein. Quand je dis sauter, vous comprenez ce que je veux Oui, dire. bien Parce sûr. que Oui. tu veux faire sauter la mairie, tu veux brûler la mairie, blablabla. Moi, je leur dis, ils sont tous dans un siège éjectable. Moi, la preuve, j'étais un mec de quartier. Le député, il vient dans mon quartier, il se la pète, il fait là, ouais, je vais faire ci, je vais faire là, ouais, très bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es payé combien? 10 000 euros par mois? Mais tu es fou, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, pas de souci, on va s'occuper de toi. Maintenant, c'est moi le député, moi je fais pas le barbeau dans les quartiers. J'arrive, je parle aux gens tranquillement. Je leur dis, c'est quoi vos problèmes? Comment on peut vous aider, etc., etc. Eh bien, en fait, c'est exactement pareil, même dans les grandes entreprises, parce que, bien sûr, le patron de l'entreprise, s'il arrive et qu'il y a un Malek qui arrive et qui d'un coup lui fait des dingueries dans sa société et qui lui prouve par A plus B qu'il va pouvoir ou gagner de l'argent ou et développer son entreprise, tu parles que le mec il va le regarder, il va lui faire un grand sourire. Mais l'État français elle n'est même pas en capacité de faire ça parce qu'il y a un racisme qui est structurel au sein même de nos institutions. Voilà, après je vais dire des dingueries. Donc. Non, mais les gens se retrouvent, je pense tout simplement, c'est une façon de parler aussi, de s'adapter aux gens. Il faut pas trop que je parle parce qu'après ça passe dans des... On va se dire des choses, vous serez pas là, c'est dommage. Juste parce qu'habituellement on a pour habitude d'interagir avec les gens qui nous écrivent sur live. Ouais. On prendra vos questions à la fin parce que là, comme vous savez, d'habitude on n'est pas autant. Ça on va, peut pas répondre à toutes les... Ouais, il y a 127 personnes. Ouais. D'habitude on est à 9, 10, mais bon. Merci à tous. C'est que du plus. Cas, merci d'être là. Tous. Donc on prendra vos questions à la fin. Et si vous êtes amené à revenir, ce qu'on vous suggère d'ailleurs, c'est vous qui arrêtez quelque chose. Hein. Vous viendrez sur les prochains lives, les prochaines quotidiennes, on vous répond directement. Dès que vous prenez la parole, on vous répond directement en live. Du coup, toujours sur ce sujet-là et avant de le clôturer, si justement tu pouvais faire quelque chose, 1 à 2 mesures, pour faire en sorte que ces gens qui soient qualifiés et méritants aient leur place ici en France et qui ne souhaitent pas partir ailleurs, ce serait quoi? Déjà, l'augmentation des salaires, ça c'est la base parce que ça va redonner de la dignité à des personnes qui ont fait je sais pas combien d'années d'études et qui vont se sentir respectés quand ils vont avoir un emploi. Et puis après, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le racisme dans notre pays. Ça c'est quelque chose qui est plus compliqué. Et je t'avoue, il faut aussi croire en ce que je dis, c'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse surtout. Oui, et j'ai hâte de travailler notamment avec les associations, des collectifs et des personnes qui sont censées bien réfléchir par rapport à d'autres personnes qui peut-être ont vécu des situations et qui, elles et eux, seront à même à expliquer la situation et à nous faire évoluer. Donc j'ai pas réponse à tout à chaque fois.
Et j'ai l'honnêteté intellectuelle de le dire parce que sinon je passerais pour quelqu'un qui se prendrait pour je sais pas qui, alors que des fois, honnêtement, il faut savoir se dire, je sais pas. Mais par contre, je peux y réfléchir, je peux mettre les gens autour de la table, on peut en discuter tous ensemble. Bien sûr. Voilà. C'est mieux que de dire des choses et pas de tenir sa parole. C'est derrière. clair, c'est clair. Bien sûr. C'est clair. Une autre petite question, pas mal. S'il y a une personnalité politique française de gauche de laquelle tu te sens la plus proche, ce serait laquelle et pourquoi? Ah, t'es sérieux? Oui, ben, je la pose parce qu'on l'a posée, je la pose. Jean-Luc Mélenchon, hein. D'accord, pourquoi C'est du la coup base. Parce que ce mec n'a jamais été corrompu, n'a jamais été condamné. Mhm. C'est un mec qui marchait sur le Vieux-Port. Mhm. Et moi, j'étais dans une galère monumentale. Mhm. Et il m'a juste dit, tu es qui? Je dis, je suis Déguin. Il me dit, c'est quoi Déguin? Parce qu'en fait, il ne connaît pas. Ouais, bah oui. Ouais. Et il me dit, mets-toi derrière moi. Et puis après, on a commencé à se côtoyer, se parler. Et il m'a tout expliqué. J'ai épongé à peu près 7 ans de vie politique à ses côtés. Mhm. Et c'est un homme qui est vraiment à respecter et qui, malheureusement, se fait montrer du doigt, clive beaucoup sur des prises de position qui sont parfois pourtant très claires. Mais derrière tout ça, il y a un jeu, il y a les journalistes qui essayent de le déstabiliser, de lui poser des questions qui n'étaient pas prévues, qui étaient surtout impossibles à poser, qui étaient mis noir sur blanc, etc. Et qui des fois le font sortir de ses gonds, qui est un peu méditerranéen, donc il va parler un peu... Il est sanguin. Voilà, il est sanguin. Et ça peut cliver, on peut dire, c'est bon, Jean-Luc, calme-toi, la jeunesse, etc. Et comme je disais tout à l'heure au Frangin, dis-nous toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont montrés comme des personnes qui ressemblent réellement au peuple, comme David Guiraud, Antoine Léaumont, Mathilde Panot, moi, Alma Dufour, etc. Nous, on est tous pour dire qu'en fait, le seul qui a une stature d'homme d'État et qui est en capacité de diriger le pays, c'est Jean-Luc. Donc du coup, nous, on le laissera faire quoi qu'il arrive. D'accord. Nous, on voit personne d'autre. Après, il y a d'autres personnages politiques que j'ai aimé voir et observer, mais de loin, pas de près comme je l'ai fait avec Jean-Luc. Tu vois, Chirac, c'est un mec de droite, mais j'ai su l'observer avec De Villepin à l'époque. Ça a été des gens que j'ai su observer. Après, Gaston Defferre, j'ai regardé des vidéos de lui. Gaudin, j'ai regardé des vidéos de lui. Mais c'est des gens qui ne sont pas de... Même orientation politique. Voilà, c'est pas mon orientation politique, mais je les regarde quand même, quoi. Voilà. D'accord, ok. Il peut être très professionnel, hein. Ça n'empêche pas. Hein. Ouais, je regardais un peu comment il disait, comment il parlait, etc. Ah ouais. etc. Bon, après, quand j'ai compris l'hypocrisie, j'ai dit c'est bon, laisse tomber. Mais moi, tu vois, Jean-Luc, par exemple, un jour, on était en train de rouler dans un village, je ne me rappelle pas où c'est. Il y avait une femme qui était par terre, il s'est arrêté, il a ouvert son portefeuille, il a pris tous les billets qu'il y avait dedans, il les a posés, elle a dormi, donc elle n'a pas vu. Personne ne le sait, cette histoire. Ben, moi, je l'ai vécu avec lui. On a que des scoops ici, hein. Non, mais j'étais en train de rouler avec lui. Il m'a dit ça, arrête-toi. Et du coup, il a fait cette action. Et ces actions-là amènent à ce que tu comprends. En fait, il est sincère dans sa démarche. C'est pas un hypocrite. Il fait pas semblant. Tu t'arrêtes pas. Et la femme, elle dort. Elle te verra jamais. Ah oui, Personne t'a Oui, filmé. Il y a que c'est sincère, quoi. il y a Oui, que oui. moi et lui. Je suis soi-disant son chauffeur à cette époque-là. Donc, du coup, ils vont pas te dire. Il va pas aller le dire aux journalistes, etc. Et je l'ai dit à personne. Voilà, vous le savez aujourd'hui. Voilà. Il a Et pas- ils le savent avec nous maintenant. Il a pas fait comme certains artistes qui se montrent dans les réseaux Ah sociaux. oui, Je suis pas oui, du tout d'accord avec ça. Regardez-moi. Et qui distribue des billets. Je trouve que là, il y a du vrai honneur derrière ça. Une action, en fait, déjà. plus elle est faite discrètement à l'abri de la vue de tous, Et plus elle est plus elle est sincère. sincère, bien Et sûr. vice-versa. Clair. Mais du coup, ça veut dire que par rapport à Mélenchon, tu t'es mis à le considérer à partir du moment où tu as, entre guillemets, pris sous son aile, ou bien tu as pris le temps de considérer l'entièreté du personnage politique depuis ses débuts en politique? Alors, moi, déjà, de base, c'était le mec qui mettait des mots sur mes souffrances. C'est-à-dire que je l'écoutais absolument pas, loin du monde politique, etc. etc. Un jour, j'allume la télé, boum, il est là, donc je l'écoute. Le mec met des mots sur mes souffrances. Je me suis dit, ah, ok, ce mec, c'est qui? Je commençais à m'intéresser vite fait à lui. Et puis après, ma mère, bon... déléguée syndicale CGT, elle formait les conseillers prud'homo, Ok, etc. ok. etc. Donc, Ok, bon à savoir. ça va, elle m'a bien expliqué qui était ce monsieur. Et puis après,
Tout ce que j'ai vécu, je vous jure, hein, franchement, moi je pourrais écrire un livre, je sais que ça serait une dinguerie. Voilà, non, j'ai vécu des choses inimaginables. Mais après, il faut dire que c'est un mec qui est fidèle à ses convictions, qui est populaire, qui n'est pas corrompu. Et en fait, quand tu te tournes, il y a des gains d'autres. Et ça, en fait, on peut parler pendant des heures. Il n'y a personne d'autre. Allez-y, dites-moi qui, je suis ouvert à tout. Justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, toi, quand tu disais oui, on se voit pas à travers. Pour moi, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon. On a déjà eu le débat ici, en fait. C'est ça. Non, il n'y a que lui. Moi, la vérité, dans les gens que tu considères comme des hommes d'État, qui sont en capacité de diriger le pays. Il y en a d'autres. Pour moi, Asselineau, il a clairement les épaules. Asselineau, il y a Lassalle, pourquoi pas. Moi, il me fait rire comment il parle à la salle, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un d'en bas. Tu vois ce que je te dis, Lassalle? Poutou aussi, j'aime beaucoup. C'est le peuple, il connaît le peuple. Poutou, quand il a mis à l'amende Le Pen avec son t-shirt RG512, là, ça rappelle. Hein. Moi, je pense qu'on a que la face visible de l'iceberg. Mais on peut l'avoir pour personne, la face invisible. Mais là, il est en train de te dire... Slim, vas-y. Dans ton parti, tu le sais que la télé, elle n'a pas aidé Jean-Luc Mélenchon et tout. Les Français, il y en a plein, ils sont partis ailleurs, voire ailleurs, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est entre guillemets votre chef, tu vois ce que je veux dire. À part Jean-Luc Mélenchon, tu vois quelqu'un qui pourrait remonter votre parti, genre qui pourrait fédérer, que les gens viennent vers votre parti. David Guiraud. Ben ouais, voilà, David tu vois. Guiraud. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Mais c'est en une plus. équipe de malades, quoi. C'est quand tu vois Mathilde Panot à l'Assemblée nationale qui fait un travail extraordinaire, mais franchement, c'est jamais Alma vu. Dufour aussi. Et après, tu as Manuel Bompard qui est ici à Marseille, qui fait aussi, c'est le coordinateur du mouvement, donc c'est un vaillant. Il nous montre des choses extraordinaires. Il y a Éric Coquerel avec David Guiraud, il y a Alma Dufour, il y a Clémence Guettet. Non, franchement, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Et il y a même des élus qui ont perdu et qui sont plus là et qui étaient inconnus au bataillon, comme William Martini qui a perdu avec le RN, mais qui a franchement fait du gros travail sur le logement. Mais il y en a tellement, en vrai, je pourrais parler pendant des heures, en fait, parce que moi, je les connais, je suis dedans. Et il y en a aussi à gauche qui sont intéressants et avec lesquels on peut travailler. Travailler avec eux. Personne n'est fermé sur une coalition à gauche, hein, il ne faut pas croire. Donc tu nous confirmes qu'elle a les filles à les épaules. Ouais, les clairement. filles, non, mais clairement. Okay, non, mais c'est tellement simple, franchement. Du coup, je vais te poser la question inverse maintenant. Ouais. Même si voilà, j'ai une idée de la réponse. C'est des questions qu'on nous a demandé de te faire passer, du coup. Par rapport à la personnalité politique, justement, à laquelle tu t'identifirais le moins, et ce serait laquelle? De gauche, hein, toujours. De gauche Parce qu'à la droite, on sait que voilà, il y a un certain... Voilà, idéologiquement, ça correspond pas. On reste dans la gauche, justement. Lequel il ne me correspond pas à gauche, François Hollande. Ouais. Le mec, il a créé Macron, il a créé Valls. C'est bon, stop, fin du game. Exactement. C'est lui qui les met en place. Et pourtant, il est maintenant au nouveau Front Populaire. Je suis obligé de faire avec. C'est un mariage forcé de dingue. Hein. Ah, puis ce qui est marrant, c'est que. Et je suis obligé. Ce qui est marrant, c'est que Macron, quand il est arrivé en 2017, on l'appelait le centriste. Ouais. Il est devenu droite. En fait, ça a évolué en 7 ans. C'est incroyable aussi. Hein. Non, mais moi, je fais plus confiance à ces gens-là. Mais bon, là, on a un combat qui est commun, c'est-à-dire de se battre contre l'extrême droite dans ce pays. Ok, let's go, allons-y. Mais frérot, dès que je reviens dans l'hémicycle, t'inquiète, je vais pas te louper. Hein. Je vais pas te louper, ça, c'est sûr et certain. Et moi, j'ai une petite question. C'était la tienne, là. La numéro 4, c'est la tienne. On est d'accord dessus. Vas-y. Marseille t'aime, en général. Tu es de Marseille. Est-ce que tu aimerais pas devenir maire de Marseille un jour? Et qu'est-ce que tu ferais pour faire le grand Marseille? Je vois que le maire de Marseille il dit très souvent, oui, de l'Auguste, il a envie d'être maire de Marseille, il a qu'à l'être et il a qu'à candidater. Et entre TikTok et la mairie de Marseille, il y a quelques mètres à faire quand même. C'est méchant. Alors, il m'a dit ça il n'y a pas longtemps, mais frérot, tu es arrivé en braquant la mairie, toi. Après, qui t'a élu, toi? Mais t'es qui l'a élu? Ah oui, c'est parce que c'était qui à la base qui avait été élu déjà? C'était Rubirola, Michel Rubirola. Ouais. Non, mais maire de Marseille, je vais pas vous dire que ça m'attire pas, mais je suis pas non plus candidat. Je suis député. Là maintenant, il faut que je travaille à faire des lois qui améliorent le quotidien des gens que je rencontre dans la rue et que je représente.
On ne dit pas que je suis le député des quartiers nord de Marseille, on dit c'est le député de Marseille. Ça y est, moi je suis député de Marseille. Voilà, Donc déjà j'en suis dans cette optique-là. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à travailler. Je pense que j'ai du temps devant moi. Mais pourquoi pas, et si un jour ça se fait et que je serai candidat, je le ferai avec et autour du peuple. Pas en mode des petits arrangements, les petites magouilles politiciennes. Ça, je peux pas, j'arriverai pas. C'est pas moi, donc ce sera pas possible ça. D'accord. Et d'après vous, il fait du bon travail payant sur Marseille ? Non. Il est Marseillais déjà, lui ? Non. Si, ouais, il doit être Marseillais, je pense. Non, mais moi, je dis qu'il fait pas du bon boulot parce que là, par exemple, à Marseille, l'extrême droite, elle a augmenté. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire reculer l'extrême droite dans cette ville ? Rien. Voilà. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Ah oui, il a dû donner des financements, des associations, etc. Au final, est-ce que ça a payé ? Puisqu'il fait partie, représente le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, aux Européennes, il était derrière nous. En fait, c'est les gens, en fait, maintenant, c'est fini. Ils vont se moquer des élus comme autant les élus se moquent d'eux. Ils sont enfin réveillés de cette anesthésie qu'on leur a injecté, c'est-à-dire de leur dire ouais t'inquiète, je vais te donner de l'argent pour ton association, je vais te donner un appartement, je vais te donner un travail, tu vas venir crier pour moi, tu vas me faire rentrer dans les quartiers, tu vas faire ci, tu vas faire là. Et maintenant ça marche plus. Arrivé au moment du vote, excuse-nous frérot, mais tu as vu ce qu'il a fait de Logu là ? C'est bon, on est avec lui maintenant. Ouais, c'est comme ça. Moi je suis passé du premier tour, c'est-à-dire jamais vu dans les quartiers nord de Marseille. Jamais quelqu'un n'a gagné du premier tour. Non. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est beau. En plus, combien ? 65% Non, on a fait moins, parce que de toute façon, ils nous ont pillé des bureaux, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, si un jour je suis à la mairie de Marseille, que j'arrive à être maire de Marseille, ce serait une dinguerie. Je le souhaite, Ah ouais, moi j'aimerais bien avoir... Mais moi, je suis pas là pour moi. Non, mais non. On nous le souhaite. Il y a le temps, il y a encore le temps. On nous le souhaite. En tout cas, cas, à Marseille, il y a beaucoup de choses à faire à Marseille. Non, justement, c'est la question d'après, on y arrive. En tout cas, je suis pas candidat à la mairie de Marseille pour le moment. Pour l'instant, dès qu'on a la scoop, on vous dit, vous inquiétez pas. Je sors d'une élection. Il a fait 80% de plus qu'en 2022. Donc voilà, c'est pas négligeable. Ouais, j'ai fait 300% plus qu'en 2022. Pas 80%, 300%. Les hommes. Ouais, c'est une dinguerie. Tout à l'heure, tu disais que, il y a quelques instants, tu étais en train de dire que tu es délégué, qu'on te considère justement comme un élu de Marseille, alors que toi, comme tu viens de nous le dire de base, on sait plus les quartiers nord où tu as grandi, où tu as vécu. Et du coup, comment tu expliquerais le niveau d'inégalité de développement qu'il y a aujourd'hui entre les quartiers sud et le reste de la ville, c'est-à-dire quartier nord et quartier centre-ville et quartier nord, pardon. Comment tu l'expliquerais ? Bon, franchement, entre nous, il n'y a plus d'inégalité entre le nord et le sud. Parce que en vrai, celles et ceux qui connaissent Marseille savent très bien que dans les quartiers sud, il y a des quartiers qui sont enclavés, mais un truc de fou. Hein. Oui. C'est fini ça. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire, il y a les quartiers sud et il y a les quartiers nord. Parce qu'avant, entre guillemets, les quartiers sud, il y avait les grosses villas, etc. Maintenant, les quartiers, ils sont à peu près de partout, c'est-à-dire dans le sud ils y sont, dans l'est ils y sont et dans le nord ils y sont. Et puis ça a changé le sud, moi ça fait 25 ans que j'habite au sud, ça a changé. Voilà, ça a bien changé, on est d'accord. Le beau quartier reste là-bas quand même, dans le 8, c'est le côté carte postale, je veux te dire, quand on veut faire des photos, on va pas... Il faut pas se cacher, pas la cabucelle, il y a un certain confort, faut pas se cacher. La Benza, tu as la Sauvagère, il y a la Soude, il y a la Caillole, il y a Saint-Loup aussi, il y a toutes les cités sur Saint-Loup, c'est de plus en plus chaud là-bas. Mais par contre, la vérité, c'est qu'il y avait une politique de droite qui menait une politique qui amenait de l'argent dans le sud de la ville, ça c'est vrai, et moi je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Quand tu vas voir le parc Borély et tu vas voir le parc Biou, je te dis, frère, je suis dans un autre monde en fait. Et pourtant, le parc Biou, il est magnifique, et il pourrait être réhabilité, et puis on aurait pu mettre beaucoup d'argent public dedans pour faire quelque chose de beau, mais ça n'a pas été le cas. Bref, l'argent public, quand c'est la droite qui gouverne, ils envoient des sous au sud. Parce qu'ils ont un électorat plus facile à récupérer, parce qu'ils ont déjà un socle important. Après, les temps ils changent, les gens ils y vont de droite à gauche, etc. Donc du coup, c'est compliqué. Ça peut changer à tout moment, la politique, c'est comme ça. Et
maintenant, il y a la gauche au pouvoir, quoi, la soi-disant gauche, parce que pour moi, le maire de Marseille, c'est macroniste compatible. C'est-à-dire qu'il est totalement compatible avec Macron. La dernière fois, il a même dit je ne vais pas me priver de leur voix directement. Ça a été de façon très officielle. Et donc, du coup, pour moi, ils font semblant d'envoyer de l'argent dans les quartiers nord un petit peu. Mais, quand tu vois la maire de secteur, elle te dit ouais, mais non, mais en fait, non. Donc ils te disent des choses telles quelles après. Donc après tu apprends et tu regardes. Et il faut pas croire que là avec le plan Marseille en grand, c'est elle qui c'est le maire de Marseille ou les personnes qui sont censées être à la ville qui ont dirigé de l'argent public dans les quartiers nord. Les sous, quand Macron il les a posés sur la table, et il les a pas posés parce que c'était pré-garanti, c'est les Marseillaises et les Marseillais. Le Grand Marseille, il en est où Ouais, mais c'est les Marseillaises et les Marseillais qui vont le rembourser. Quand ils sont arrivés, c'était en mode je vous donne ça parce que vous devez faire dans les quartiers nord quelque chose. Mais donc ils l'ont un peu obligé. Après on a mis la pression. Il y a eu des pressions qui ont été mises. Bon, mais tout ça c'est assez compliqué. Mais il y a pour moi il n'y a plus d'inégalité maintenant. L'inégalité elle est sur toute la ville, certes. Comme Vassal elle est à la métropole, parce qu'on ne la tape pas depuis tout à l'heure, je tape le maire de Marseille malgré qu'il soit de gauche, mais Martine Vassal elle est à la métropole, elle a envoyé des sous directement dans des quartiers un peu plus favorisés pour dire à son électorat voilà, j'exige, je fais, etc. Mais quand tu regardes le collège qui a à Campagne-l'Évêque dans l'état qu'il est. Justement, voilà, en fait, quand je dis inégalité, ça le truc, je parle pas uniquement financièrement, je parle en termes de développement d'infrastructures, de transport, de stades, de piscines, voilà, il y a le transport, le projet du tram qui a été fait. Donc c'est une bonne chose, mais on peut attendre quoi encore pour pouvoir espérer atteindre vraiment le niveau de développement des quartiers avec un parc, voilà, Biou, quand est-ce qu'il pourrait être réhabilité de manière à pouvoir rivaliser entre guillemets avec Borelli, quoi. Mais même pas, moi je trouve que ça c'est trop demandé. Moi il y a un truc qui me choque entre les quartiers sud et les quartiers nord à chaque fois, c'est déjà l'électricité sur la voie publique. Tu vas dans les quartiers nord, des fois il n'y a pas d'électricité. Mais tu vas là-bas, il y a tout qui arrive. Il y a les guirlandes et tout. Il y a des guirlandes. Pendant quand c'est les fêtes, ils te mettent voilà, tu sais de quoi je parle. Ensuite, les places, il y a beaucoup plus de places payantes dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches. Moi, j'habite à Paris, le boulevard Paris, tout le haut, c'était gratuit les places. Hein. Et quand tu vas au boulevard national, il y a tout qui est payant. Tu vois ce que je veux te dire ? Il y a un décalage. Et je vais encore en rajouter un peu. Vas-y, prends ton temps. Non, mais pour ça, c'est important. Juste. N'oubliez pas qui habite dans le nord de la ville. Oui. C'est-à-dire qu'avant, ils ont créé des logements pour des personnes qui étaient des personnes issues de l'immigration. Oui. Et donc, du coup, il y a eu un racisme aussi dans leurs actes d'aller construire le centre et le sud de la ville et d'abandonner complètement les quartiers nord. Et tu écoutes Ravier, se fatiguer, lui, il va t'expliquer on a envoyé des milliards et des milliards et des milliards. Je crois pas. Mais quand tu prends au nombre de personnes qui habitent au mètre carré dans ces lieux-là et que tu le divises, tu vois très bien qu'en fait, on n'a pas donné des milliards d'argent public à nos quartiers. Bon, Et puis même déjà avant que les premières familles issues d'immigration arrivent, on va dire, c'était déjà des bidonvilles avant d'être des cités, les quartiers nord. C'est clair. Donc le problème, il est vieux, il est très très vieux. Oui, il est très vieux. Et moi, j'avais un monsieur qui s'appelait Monsieur Espané. J'étais un client dans mon taxi. Et c'est le mec qui a fait venir des gens pour construire ces logements-là. Et il m'avait tout expliqué du pourquoi ils sont allés les chercher, qui ils sont allés chercher, les grosses familles, pour reconstruire la France après la guerre. Donc on a tout intérêt à arrêter de mépriser et stigmatiser ces gens et de leur donner enfin une dignité qu'ils méritent. Parce que franchement, ils ont sauvé la France, ils ont construit la France, et tu les regardes maintenant, tu leur parles de ta race. Et le pire, c'est que quand ils rentrent, eux, au bled, entre guillemets, dans leur terre d'origine, ils te disent frère, tu es un étranger. Ouais, tu vois, c'est immigré. Combien de fois je me suis battu au bled quand j'étais petit à cause de ça. Moi, je l'ai laissé par religion. Ah non, je m'aime pas. J'étais trop petite. C'est pour ça que maintenant j'ai fait le tour de France en disant on est chez nous. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça. Oui. Et je recontinue sur ça. N'oubliez pas que quand j'ai soi-disant commencé en politique, c'est parce qu'on a rénové une école dans les quartiers nord qui était complètement pourrie. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais quiconque regarde la vidéo va sur
la France Insoumise ou Delogu repeint une école dans les quartiers nord de Marseille, vous allez voir l'état de l'école où mes propres enfants allaient. Une école qui était complètement délabrée et qu'on a repeint avec les parents, avec les habitants. Et les habitants qui étaient là, ils disaient, l'école de Bousquet, on la repeint. Et tu disais quoi? Et tu disais, ouais, moi je vote Front National et je suis désolé, là vous me montrez quelque chose qui est complètement inédit. L'auto-organisation du peuple, c'est énorme, c'est magnifique. Et on a récupéré des voix comme ça au Rassemblement National qui en fait n'apportent rien. Et on a avancé comme ça. Moi, tu vois, à la vis, maintenant, tu vois les résultats du bureau de vote. Moi, je suis fier, tu vois. C'est des trucs staliniens, quoi. C'est des résultats de ouf, quoi. On avait une petite question. C'était la question de Sim, si tu peux la poser. Ta question par rapport à... L'immigration. Exactement. Beaucoup en France, ils sont contre l'immigration. Genre, ils en ont assez de l'immigration. Ils aimeraient que les politiciens français s'occupent de loger les Français, s'occupent de donner du travail aux Français, d'éduquer les Français dans les écoles. Ils en ont un peu assez de l'immigration. Est-ce que pour toi ou pour ton parti, ces gens-là, c'est des fachos? Surtout des hypocrites. Hein. Mais est-ce qu'ils savent déjà que l'immigration, elle rapporte de l'argent en France? Non. Parce que ça, c'est un fait qu'il faut que les gens comprennent. C'est sûr qu'il y a des Français, ils réfléchissent pas jusqu'à là. Il y a des Français qui vont peut-être se dire, ouais, ils viennent, ils arrivent, ils ont les aides. Ok, mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et les personnes qui ont des aides, c'est des personnes qui ont eu un enfant en France, qui sont nés en France, ou alors qui ont des papiers qui leur permettent d'avoir des aides. Sinon, les gens, ils se prennent des OQTF. Merci, au revoir. Ils sont comme ça, les gens. Ils vivent pas. Moi, j'en connais plein. Ils sont en galère. Et ils tentent. Ils croient qu'on va venir. Mais il faut qu'un État comme la France soit déjà, au lieu d'aller vérifier les causes qui amènent à ces conséquences, ils sont en train de te dire, ouais, les Arabes, les immigrés, etc., etc. Mais frérot, qu'est-ce qu'elle fait la France? Est-ce que la France, déjà, se comporte comme un État qui va essayer de stabiliser des pays qui sont sous-développés, ou alors c'est un État colonial qui va piller les richesses de ces pays, qui va forcément, de toute manière, amener à ce que ces gens-là se barrent de leur pays parce qu'ils n'ont rien à gagner et en fait, ils ont même peu de chances de survivre dans ces pays-là, sur l'alimentaire, sur l'aspect financier et sur plein d'autres aspects. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est l'oiseau qui a fait caca, hein, c'est pas moi. Moi, en ce qui me concerne, je serais pour que l'État français prenne ses responsabilités de grand pays que nous sommes et qu'est la France, et qui va dans les pays et qui les aide à se développer et non pas qui les pille ou qui essaye de les coloniser. Parce que ça existe encore, on est encore là-dedans, il y a beaucoup de choses et on voit qu'il y a des révolutions dans certains peuples, notamment au Sénégal, etc. On encourage d'ailleurs. Qui essayent de s'émanciper le plus possible. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, tu arrives en Côte d'Ivoire et ils te disent, ouais, ces milliers de mètres carrés là, c'est total, ça c'est un tel qui fait de l'huile de palme, tu sais là, tu te dis, ah mais attends, ouais, c'est français. Ah d'accord, ah, je savais pas. Et j'ai dinguerie. Parce qu'en attendant Total, on est fiers, nous les Français, on a Total, magnifique, c'est une grosse fortune et tout, ils font du blé, etc. C'est bien, ils ont des emplois, etc. Très bien. Vous croyez qu'ils vont partir si on va augmenter le SMIC? Mais ils ne vont pas partir parce que vous consommez déjà, premièrement. Et deuxièmement, ils ne sont pas là. Ils sont dans ces territoires-là, en train de piller des richesses. C'est bien, on parle de la Palestine, il n'y a pas de souci. On n'entend pas parler de l'Arménie quand il y a eu l'épuration ethnique. On n'entend pas parler du Congo où il y a actuellement le plus gros génocide jamais vu dans cette planète. C'est là qu'il se passe le plus gros génocide. On n'en entend pas parler. On n'a même pas les informations. Moi, je suis député, je veux des informations. J'en ai même pas. J'ai même pas accès à des informations. Tout ça parce qu'il y a une triangulaire là-bas. Il y a une espèce on va dire de gros fleuve pour faire rapide, où à l'intérieur il y a des diamants et il y a plusieurs États très développés comme la France, l'Angleterre, etc., qui sont en train de se battre à récupérer ça et ils sont en train de martyriser tout un peuple.
Et ça se passe actuellement. Donc peut-être que c'est pas tout à fait comme ça. Excusez-moi les téléspectateurs et vous, parce que moi je connais pas tout non plus. Faites vos recherches. Voilà, recherchez, allez-y, instruisez-vous. Moi je vais m'instruire. Là j'ai demandé, d'ailleurs ça a été le sujet d'hier soir. J'ai parlé avec une fille pendant 1h30 que je connais absolument pas, mais qui a un relais sur place et qui m'a dit je peux vous envoyer des éléments. Je dis s'il vous plaît, j'en ai tellement besoin. Faut informer les gens, ouais. J'ai trop besoin moi de m'instruire, tu vois, et je demande que ça à m'instruire. Et puis voilà, si, comme je te le dis, si la France elle arrêterait d'aller coloniser ou d'aller piller les richesses de ces pays, de ces peuples-là, et qu'elle essaierait de les aider à se développer pour pouvoir avoir des meilleurs échanges avec eux sur des flux financiers qui rapportera autant à l'un qu'à l'autre. Eh ben franchement, les gens ils vont pas partir, ils vont être heureux de vivre chez eux. Et puis si tu veux partir, ok, bah, pas de souci. Déjà, bon, moi je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux à la fin ils volent et d'un coup tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre, mais je fais cette métaphore juste pour que vous compreniez que les frontières, c'est une idiotie et ça amène à que des conflits politiques. Mais après, c'est comme ça. Après, on ne peut pas non plus tout changer. Il y a des choses que je dis, peut-être que je vais dire une bêtise et que après je vais réécouter et rentrer chez moi et relire peut-être un bouquin ou deux et me dire Nasseb, tu as dit une connerie, tu t'es trompé, peut-être que ça aurait été mieux de dire ça ou ça. Mais en tout cas, là, comme je le parle, c'est ce que je ressens actuellement. Voilà. Je dis des bêtises ou pas ? Ah non, pas du tout. C'est toi qui sais ça. Non, mais vous, je sais pas, vous écoutez. On écoute. Je suis pour l'Afrique, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Pour Après, à 100%. Il faut que ça tombe plus dans la poche des peuples là-bas. Absolument. Le partage des richesses. S'il y aurait moins de vols dans leur pays, je pense qu'il y aurait moins d'immigrés qui viennent en Europe. Voilà. Bien sûr. Après, parce ça, ils retrouveraient une qualité de vie sur le continent africain, par exemple. Ça équilibrerait dans les pays, il y aurait moins de guerre civile, tout ça, ils restent chez eux. Oui, pourquoi tu veux partir si tu es bien ? Mais le problème, c'est qu'on les met pas bien. Juste le micro parle bien dedans. Ah, pardon. C'est bon là ? Ouais, c'est bon. Ouais. Ça, c'est un sujet qu'on avait déjà. Ouais, on avait abordé déjà évoqué. Mais ça, c'est bien abordé parce que ça libère aussi la parole de gens qui. Moi, j'ai croisé un mec la dernière fois à Foresta, là, sur Marseille. Un mec qui venait de Syrie, il m'a dit c'est la guerre. Il m'a dit viens, regarde, il me dit j'ai traversé. Et puis j'ai fait tarpin de choses. Je vais vous le dire là tout de suite avant que tu rebondes sur ta question, que tu continues. Il m'a dit c'était la guerre, j'étais obligé de partir. Il m'a dit maintenant j'arrive ici, je suis un étranger. Il m'a dit voilà, ils vont me renvoyer et je profite autant que je peux. Ici, il n'y a pas la guerre chez vous. Mais j'ai dit tu profites de quoi ? Il me dit rien, de la nature. Du calme. Fait, il campe. Du calme, tout il simplement. est là en fait dans ce délire-là. Et je suis allé aussi en Tunisie où j'ai rencontré des familles. Parce que je fais beaucoup de choses, c'est visible sur Instagram. Les gens ils savent pas parce que j'ai pas encore tout montré, mais en fait je suis en train de suivre 2 jeunes filles de 17 ans et de 21 ans qui, ses parents, ont vendu leur terre en Tunisie pour tout donner pour ces filles-là parce que c'était des filles qui étaient diplômées et leur dire fais la traversée, va en Italie, essaye d'aller en France et essaye de monter jusque en Angleterre pour pouvoir en fait sauver ta famille parce que tu auras peut-être un bon salaire. Et donc du coup on est en train de les suivre et je suis parti de la Tunisie avec elles et on les a filmés en train de partir, etc. Donc c'est des choses que après peut-être qu'un jour ça sortira jamais, mais en tout cas je l'aurais vécu et quand je parle et que je suis en train d'expliquer ce qui se passe dans les pays et pourquoi les gens sont en train de partir, etc., j'essaie d'expliquer les situations comme je les connais. Je n'ai pas la science infuse, je fais juste ce que je peux. Quoi. De toute façon, après, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est des pays qui sont en guerre. Se réveiller sur une zone de conflit tous les jours, c'est quelque chose. C'est ce qu'il dit, c'est militaire. C'est vraiment c'est compliqué. Les enfants, ça laisse des traumatismes. Bien sûr. Non, c'est pas évident. Je te laisse continuer sur tes questions. Ouais. Pour juste 2 petites secondes, par rapport à ce qu'on est en train de dire sur l'immigration, et tout ce genre de sujets de société qui sont ultra importants, on en a déjà parlé dans les différentes diffusions des quotidiennes, donc si vous voulez jeter un œil, allez-y. Et de manière, c'est des sujets qui sont assez récurrents et qu'on évoque souvent avec différentes personnes de manière à avoir le plus de points de vue possible. Voilà, il fallait que vous le sachiez. Vas-y, tu peux... Oui, je voulais vous poser une question par rapport
des politiciens qui ont un casier judiciaire. Je ne vais pas parler d'action en justice, tout ça, mais vraiment de casier, qu'on fait des bêtises. Quel exemple vraiment on en voit quand des gens comme ça travaillent avec un casier politique, qu'est-ce qu'on envoie à notre jeunesse qui n'ont déjà pas confiance en eux, qui sont attirés souvent vers des sphères pas trop cool. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, très clairement, déjà, il y a deux choses. Ça dépend le casier. Si le mec, il a payé sa dette, bien sûr. Moi, j'estime que dans la vie, parce que je l'ai vécu de façon importante, le fait de vivre dans les quartiers nord de Marseille, dans une misère sociale importante, tu t'aperçois que malheureusement, parfois, tu passes vite de l'autre côté de la barricade. Ah oui, ça va très vite. Un détail. C'est un soir à 23h, tu es en train de faire un barbecue avec tes collègues, d'un coup, il y en a un qui arrive, tu te dis, on va péter un garage, d'un coup, tu te retournes, limite, c'est toi qui le pètes le garage. Tu es au garage, tu sais pas pourquoi. Non, mais je dis des choses pour que les gens comprennent que malheureusement, quand tu n'as rien dans la poche, parfois, des fois, tu es poussé à faire une erreur et tu peux faire une erreur des fois dans ta vie. Tu peux peut-être rentrer en prison parce que tu as roulé sans permis et après sortir et tu as payé ta dette. Tu es rentré en prison, tu as pris tes mois parce que tu as conduit sans permis. C'est un délit, c'est puni par la loi. Il faut faire appliquer la loi partout et le droit partout du mieux qu'on le peut. Mais si c'est pour ça, tu peux faire de la politique, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as violé, si... tu as volé de l'argent public, si tu as escroqué des gens, etc. Non, parce qu'on a vu des politiciens qui ont fait des escroqueries. À vie. Moi, c'est à vie. Ces gens-là, à la haine, condamnés. Parce qu'ils reviennent, c'est ça le problème. Condamnés parce qu'ils ont incité à la haine ou au racisme ou quoi. Même eux, je serais pour qui ne peuvent pas faire de la politique. Regarde mon exemple. Moi, on me dit que j'ai frappé un proviseur au lycée Nord. C'est pas vrai. Non. Donc, tu vois, il y a un procès qui est en cours. Ça voudrait dire que malheureusement, je pourrais ne plus être député. Et en fait, j'ai rien fait. Et donc, du coup, je pourrais ne pas en fait faire mon devoir de député juste parce que quelqu'un m'accuse. Par contre, tu as des gens comme Meir Habib qui, eux, prônent la haine en disant que... Éric Zemmour, qui a été condamné. Voilà, Éric Zemmour, etc. S'il vous plaît, on respecte les temps de parole. Vas-y, continue. Pardon. Parce que des fois, non, c'est bien. Non, mais c'est bien, il a raison. Il a été condamné. Pas fait que ça monte, tu vois. Et ces gens-là qui font de l'apologie de crimes de guerre ou qui disent que les gens sont des cancers qui sont même pas attaquables, c'est-à-dire tu peux même pas les attaquer parce que de toute façon ça servira à rien. Ces gens-là, ils sont encore là, ils sont en roue libre dans les médias. Et eux, par exemple, ils disent qu'ils vont porter peine contre moi parce que soi-disant j'ai des propos antisémites, alors que je suis pas du tout antisémite. Et donc du coup, je ferais quoi alors? Je serais plus député alors que j'ai pas eu de propos antisémites et ces gens-là ils vont donc. Il y a quand même une sphère où on fait attention réellement sur s'il y a eu condamnation ou pas. Et s'il y a eu condamnation ou pas, escroquerie, viol, séquestration. Des choses importantes qui sont des délits graves, pas de problème. Moi, je pense que ces gens-là, c'est une éligibilité à vie, même si malheureusement tu as payé ta dette. Par contre, si tu as fait un délit de permis de conduire ou des choses qui sont un peu plus aussi, tranquilles, là, bon, ça va. Tu as roulé sans permis, tu avais 17 ans, ok, très bien. Et à 40 ans, tu veux candidater pour un truc. Ça y est, ta vie, elle est derrière. Tu as payé ta dette, c'est fini. Là, à ce moment-là... Non, mais comme on dit, on a des politiciens qui ont fait des super escroqueries, on les voit revenir. C'est ça, moi, qui me fait le plus de peine. Parce qu'après, on a des gens de notre peuple qui vont avoir fait une petite bêtise, qui vont se retrouver avec un B2 et qui vont pas pouvoir accéder peut-être à un métier qui leur plaît, tout ça. Et ces gens-là, ils allument leur télé et ils voient des mecs qui ont fait des méga escroqueries et 2 ans après, ils sont rassis aux tables politiques. Je sais pas. Je trouve ça vraiment... Dans nos quartiers, excusez-moi, parce qu'on est aussi des gens de quartier, parce que monsieur est à l'Estac. S'il savait, après, je te dirais off, tu vas voir. Monsieur est professeur à l'Estac, dans les quartiers sensibles. J'ai dormi dehors comme toi. Oui, poteau. Henri Gibrel, condamné. Et le mec, il est là, il se montre de partout. Et il fait le kéké. Il fait le mec, genre c'est un baron. Il n'est pas à sa place. Barbeau, comme je dit tout à l'heure. Normalement, moi, je suis le préfet. Bon, allez, rentre chez toi. La prochaine fois que tu es là, allez. Parce que en fait, ces gens-là, c'est à cause d'eux que la République, elle recule.
C'est à cause de eux que la République recule. C'est l'exemple est super important de la part de nos politiciens. Et la dernière fois, j'étais avec un frérot, on en parlait tout à l'heure, on était au quartier de la Castellane, le mec, il m'écoute même pas, parce qu'il a que l'habitude d'avoir affaire à ces gens-là. Il sait pas que je suis un mec du quartier qui arrive à l'Assemblée, qui n'a rien à voir avec ce monde politique. Il me dit, vous êtes tous les mêmes, je veux pas parler avec toi, là. Bon, après, au fur et à mesure du temps, il a compris, il m'a dit, Seb, tu es la famille, en fait, tu es un vaillant. J'avais pas compris, tu n'es pas le même que les autres. Frère, je suis pas le même que les autres. C'est pas le même parcours. Je suis député, certes, je suis responsable politique parce que je fais attention, mais je vais parler aussi comme toi, parce qu'en fait, j'ai grandi dans les mêmes conditions de vie que toi, j'ai subi la même violence sociétale que toi, etc., etc. Bon, bref, excusez-moi, mais après, je fais que parler. Non, mais non, c'est là pour ça. Vous êtes là pour ça. Hein. Tu peux continuer sur les questions suivantes. Oui, question très courte. Comment vous voyez l'avenir politique et, je veux dire, presque économique de la France à l'horizon 2030, si vous vous projetez? Comment vous le voyez? Confiance? Pas confiant? Ben, écoute, franchement, entre nous, moi, je ne sais pas si vous voyez, mais depuis l'histoire du drapeau qui a été brandi à l'Assemblée nationale, je suis quand même assez écouté, entre guillemets, et apprécié par le peuple de base. Populaire, ouais. Pas les sociologues, les bons penseurs, les bobos, ouais. Les bons penseurs. Non, les bobos, il y en a qui m'aiment bien, moi, il n'y a pas de souci. Oui, mais quand je dis bobo, c'est bobo, t'as compris dans ouais, mais il faut pas les vexer. Je peux pas dire les thèmes, mais c'est pas grave. Il y a bobo et bobo. Mais pour toi, tu es un prof à l'ESTAC, ils vont te dire que tu es un bobo maintenant. J'habite encore en HLM, tu veux savoir? Ouais, non, mais c'est pas grave, des bobos qui habitent dans les HLM. Non, mais bon, il n'y a pas de... Toi, je vais te faire des bobos, toi, tu vas voir. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'on attire beaucoup le peuple qui reprend confiance enfin au monde politique. Et donc, du coup, par rapport à ça, je suis confiant parce que je souhaite l'organiser. C'est-à-dire, je souhaite organiser le peuple, et notamment par la base, c'est-à-dire le peuple marseillais, à reprendre le pouvoir dans cette ville, à reprendre toutes les institutions et à devenir, du coup, acteur principal de ce monde politique. Donc, du coup, j'ai foi quand même en cela. Après... l'aspect économique, si on gagne la prochaine fois, parce que quand même on voit une évolution qui amène à ce qu'on combat l'extrême droite, mais qu'on arrive quand même à accéder à des postes assez importants, c'est-à-dire d'avoir plus de députés et peut-être donc de gouverner ce pays dans les jours qui viennent. Donc je suis assez confiant quand même. Donc les gens qui se disent oui, ça va mal aller, etc., calmez-vous. Regardez quand même l'avancement. Prendre le temps de travailler, mettre les choses en place. On en a besoin aussi d'avoir une lueur d'espoir, une lumière qui nous montre le chemin, nous dit ok, il va quand même se passer de belles choses. Franchement, quand il est arrivé les résultats à 20h, moi j'avais plein de personnes dans les quartiers nord de Marseille qui me disaient mais je sais même pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais rentrer quelque part? Je sais même pas où repartir. Je sais même pas quoi faire de ma vie. Est-ce qu'on va perdre notre identité? Est-ce que vraiment on va être encore plus stigmatisé, plus montré du doigt parce que notre couleur de peau, notre religion, notre situation sociale, quoi, des dingueries. Ouais. Les gens étaient en pression derrière leur télé. Oh, ils ont explosé de joie, comme si on avait gagné, tout le monde avait gagné au loto. Et en fait, on n'a rien gagné du tout. On s'aperçoit que le morceau de fromage, il est coupé en 3 et que du coup, il n'y a personne qui a la majorité absolue et qu'on va peut-être pas pouvoir basculer le pays dans entre guillemets, une société un peu plus juste socialement. Et donc, du coup, parfois, ça met mal à l'aise. Donc, du coup, moi, je leur dis, vous inquiétez pas, ayez confiance. Là, on mène un rapport de force avec Macron. On va essayer de lui prendre la main et de la serrer, de ne pas lui lâcher, comme quand je l'ai fait à l'école de la Castellane pour lui expliquer qu'il ne fallait pas fermer la classe de la Bricarde. Bon, bref. En fait, il y a un rapport de force qui est en train de se mettre en place. On va continuer. Moi, je reste positif parce que j'ai 37 ans et que les jeunes que je vois là, qui sont en train d'arriver en masse là, mais vraiment en masse sur les réseaux, qui m'envoient des messages, me prouvent que enfin les gens sont un peu plus éveillés politiquement qu'avant. Moi, je marche sur le Vieux-Port là. J'ai des minots de 5 à 18 ans. Ils sont là, ils me connaissent. Je suis choqué. D'où tu connais un politique? Ouais, tu veux connaître Mélenchon, Macron, Marine Le Pen, ça va, mais Delogu. Je suis mec des quartiers, je suis un mec de la Viste, tu vois. Parce qu'il se retrouve en vous, tout simplement. Voilà, mais c'est pour ça que l'espoir... Ça manque de jeunes, il faut dire la vérité. L'espoir, je l'ai. Mais je suis pas jeune, j'ai 37 ans, ça y est, je suis plus jeune. C'est jeune, 37 ans. C'est pour toi. Tu dis, fais l'ancien avec les jeunes, tu fais pas l'ancien avec les anciens. Ça, c'est une règle de base.
D'accord, donc assez confiant pour l'horizon. Très confiant. 2030. Très confiant, ouais. Ça fait plaisir d'entendre. Tu peux continuer, Jérôme. Ouais, je vais poser une dernière question. Bien sûr. Comment vous expliquez que les Français qui ont peur d'afficher leur patriotisme, quand ils affichent leur patriotisme, qui aiment leur pays, on les taxe de plus en plus de fachos et de racistes. Et que les gens n'osent plus dire je suis fier d'être français. Voilà, tout simplement. Écoute, moi, ça m'arrive pas encore. Par contre, ce qui m'arrive, c'est que les fachos m'attaquent en me disant oui, et le drapeau français, il n'est pas dans tes photos, blablabla. Bla, 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 bla. Et je leur dis, moi, frère, moi, j'ai vécu toute ma vie, moi, à La Viste et à Saint-Louis, où j'habitais. Moi, il y avait un drapeau français qui était au-dessus de chez moi. On aurait dit que c'était une administration là, à la maison. On aurait dit que tu rentres à la mairie. Tellement fier que d'être français. Et moi, ça a toujours été ma vie, ça. Celles et ceux qui me connaissent, ils le savent, ça. Qu'il y avait toujours un drapeau français qui flottait chez moi. Mais parce que j'avais confiance en la République. Et puis le drapeau français, quand tu le portes, c'est que tu le portes avec honneur. Bien sûr. Et il ne faut pas se leurrer. La société, aujourd'hui, t'amène, elle te met des gifles. Elle ne te considère plus. Tu es stigmatisé, montré du doigt parce que si, parce que là, il y a plein de choses pourquoi tu peux être stigmatisé, montré du doigt. Tu vas à l'hôpital ça va pas. Tu vas à l'école ça va pas. Tu vas au travail, le travail il paie plus. En fait, tu fais que subir. Donc tu te dis, en fait, tu rêves peut-être de tes pays d'origine. Donc tu vas porter ton drapeau algérien parce que tu te dis, l'Algérie c'est peut-être mieux. Mais en fait, j'en sais rien. Je vais dans la continuité. Ça, en fait, j'en sais rien parce que tu habites ici. Peut-être que la Tunisie, c'est mieux, mais en fait, j'en sais rien. Bon, bref, je peux faire toutes les origines comme ça. Mais au final, c'est à la République à redonner l'espoir à ça. Et moi, je trouve que... Il n'y a pas assez de travail là-dessus, je trouve. Ouais, mais moi, je trouve que les Français qui affichent le drapeau français, pour moi, c'est pas tous des fachos parce que je le suis. Donc, j'ai pas honte à le dire, à le faire. Et je pense que c'est plutôt les socialistes qui ont abandonné le drapeau français, entre guillemets, parce qu'à l'époque, eux, ils étaient avec leur rose sur le drapeau et ils ont oublié que le drapeau français, c'était important. Mais bon, après ça, c'est plus de la culture politique, donc en fait, les gens même, ils vont pas comprendre quand je dis ça. Mais non, il faut être fier de ce drapeau français et récupérez-le, le drapeau, ramenez-vous-le chez vous, sortez-le dans la rue quand vous sortez, parce que franchement... c'est vrai, en espérant que dans l'avenir, justement, les Français le sortent un peu plus. Et puis, qu'ils soient patriotiques, parce que... Je vois pas l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt de brandir un drapeau comme ça pour rien, en fait. Non, pas pour rien. Mais c'est d'être fier d'être français. Mais moi, si je veux planter mon drapeau français à ma maison... mais grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Bah oui, je sais pas. Dans d'autres pays, c'est pas un problème le drapeau. Non, mais il faut que chez nous. Moi, il y a aucun problème. Moi, j'habite à Allo. Je peux te dire qu'il y a des drapeaux corses et des drapeaux de français sur chaque baraque, en fait. C'est bien. Ça fait. Non, mais ça fait plaisir. Il y a pas de problème avec ça. Il y a des gens qui ont peur de le mettre. Non, mais il y en a comme ils mettent le drapeau français, les gens ils se disent ça doit être un raciste obligatoirement. Pourquoi ? Parce que les fachos, ils ont sali le drapeau de la France. C'est à cause des fachos que les gens ils pensent comme ça. Après, donc c'est pour ça qu'il faut se le réaccaparer. Oui, déjà, ça c'est vrai. Aussi. Après, en soi, les gars, pour moi, un drapeau, ça se sort pas comme ça pour tout et n'importe quoi. Mais à titre d'exemple comparatif, on peut porter un maillot. Genre, tu vois déjà un porte-maillot de la France dehors, il n'y a aucun problème avec tout ça. Même avec le drapeau français, je vous jure que moi, tous mes voisins, il y a un drapeau français, on n'a aucun problème avec ça. Mais voilà, je veux dire, pour dire que sur le fond, tu portes un drapeau ou un maillot, c'est la même chose. Bien sûr. Voilà. Tu portes tes couleurs, tout simplement. Voilà, exactement. Mais t'inquiète, quand l'équipe de France elle a gagné la Coupe du Monde, tout le monde a sorti les drapeaux français. Là, il n'y avait plus de racistes ou pas. Ça y est, c'est fini. On va continuer, il nous reste deux petites questions. Personnellement, toi, la plus grande leçon que tu as appris dans ta vie en tant qu'homme et dans ta carrière politique, ce serait quoi et comment elle influence tes décisions aujourd'hui ? Dans ma carrière politique, c'est simple. Elle est en crise. Je sais pas ce qu'il a. Il a faim, ça. Quand il fait ça, c'est qu'il a faim. Mais il peut voler jusqu'à sa nourriture quand même. Il a pas de cerveau, je te rappelle. Que toi. Allez, viens. Ah ouais, la faim, c'est l'heure. Il crie famine. Il veut pas. Je suis pas dresseur animalier, moi. Allez. Non.
Bon, mais c'est pas grave, garde-la. Il est bipolaire un peu. Il aime bien te faire chier des fois. Non, mais en ce qui concerne, je me rappelle même plus. C'est rien. Juste oui. le micro. Non, tu disais, c'est quoi ta question? Si tu as une leçon que tu as apprise dans ta vie en tant qu'homme et qui t'a servi dans ta carrière politique, ce serait quoi? Et comment elle influence tes décisions aujourd'hui? Ben, je vais être clair. Je vais être vraiment clair. En fait, avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais le style de mec qui n'avait pas de personnalité, entre guillemets, et qui parfois mentait pour s'en donner une. Et donc, du coup, honnête. Et donc, du coup, j'ai appris à être un mec honnête, en fait. C'est bien. Et d'avoir, en fait, la tête haute et d'être fier de ce que je suis. Comment tu mentais, par exemple? Donne-nous des petites anecdotes croustillantes que tu n'as pas données ailleurs. Je sais pas, tu t'es inventé une petite traite, je sais pas, moi, dis-nous tout. Tu descendais en bas au quartier, tu disais, j'ai mis 3-0 à mon frère à PES, mais en fait, ton frère est descendu 5 minutes après, tu disais, ouais, je viens de prendre mon frère, j'ai mis 4 matchs, je l'ai pris, 4 matchs, 3-0. Ça va, si c'est mytho comme ça, là, tout se fait. Oui, ben voilà, c'est des mythos gentils, mais j'ai aussi... Non, mais c'est important de le dire. On l'a tous fait peut-être. PES, ancien, tu frappais avec Arrêt, tu s'enterres avec Ron. C'est pas les touches de maintenant, les gars. Là, c'est le PES de Roberto Carlos. Il mettait des gros shoots. Adriano aussi. Adriano, ouais, bah, c'est la folie, ce temps-là. Bon, bref, ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai appris à être fier de ce que je suis, malgré tout. Avoir vécu des atrocités où je pleurais parce que j'avais pas les habits que mes collègues avaient, j'avais pas voilà, mais c'est des choses que la vie m'a apprises et je suis fier maintenant. C'est comme quand j'ai soulevé le drapeau palestinien, vous le voyez, aucune expression dans le visage si ce n'est l'honneur de faire ce geste-là et de dire en gros, je vous emmerde, quoi. Je le fais, je sais les conséquences qui vont avec, mais je le fais quand même. Ouais. Bah, ils m'ont enlevé du salaire, quoi, de l'indemnité parlementaire, ce qu'ils appellent ça. C'est bien de le dire, ça. Dans ma tête, c'était en mode... Mais bon, de poids de mesure, il y a eu sur cette histoire. Ouais. Il était là avec son pin, c'est là, il y a le brun pivet. Il n'a pas le droit non plus, hein. Non, on lui a enlevé des sous de sa paye pour ça. Même au-delà de ça, il n'y avait pas eu le drapeau ukrainien aussi. Oui, le drapeau ukrainien. Mais ça, c'est parce qu'il y a un chef d'État qui est arrivé, donc du coup, ils ont le droit de le faire. Ah, d'accord. C'est dans le règlement. Mais qu'est-ce que je m'en fous du règlement? Moi, je vais dire la vérité. Le règlement permet de porter un pins. Le règlement ne permet pas de brandir un drapeau autre que celui de la France dans l'hémicycle. D'accord. Donc, effectivement, ils ont eu raison de me verbaliser et de me mettre une sanction. Sanction la plus haute qui a été voté avec tout le monde. Mais quand je dis ils ont eu raison, ils auraient pu ne rien me mettre et me laisser partir et dire c'est bon, tu as fait ton truc, on s'en fout, on t'abandonne. Non, c'était tellement grand que pour eux, en fait, ils se sont dit, mon Dieu, mais en fait, il faut le fracasser. Mais fracassez-moi. Ils l'ont déjà fait et c'est même pas passé à la télé. C'est-à-dire que j'ai déjà eu cette amende, mais personne n'est au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'OAS n'était pas une organisation terroriste. Et donc, du coup, moi, j'étais dans l'hémicycle. J'ai pété les plombs parce que mon grand-père, lui, a fui l'OAS qui a été reconnu par l'État français en tant qu'organisme terroriste et qui, du coup, a été sauvé par d'autres personnes qui fuyaient justement l'OAS. Et là, je vois la droite nous expliquer que l'OAS n'était pas une organisation terroriste, etc., etc. Je suis devenu fou parce que mon grand-père, il a vécu ça, donc j'ai crié. Et je me suis pris une amende. Et je me suis pris... Mais tu vois, et ils n'en ont même pas parlé à la télé. Allez, et pourtant, la liberté d'expression, hein. Et pourtant, c'est une dinguerie. De poids de mesure, comme il a dit le collègue. Hein. Voilà, donc je mentais quand j'étais un peu plus jeune. Et donc, ça va, si des mensonges comme ça va. Non, je mens plus, ouais. Une dernière question, après on prendra les questions des auditeurs qui sont là. Les grands médias qui sont détenus par des riches propriétaires d'extrême droite, dont je vois très bien de qui je parle, les iTélé, les CNews, les BFM, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à mettre en avant et à surjouer un antisémitisme qui est amplifié par leurs soins aux dépens d'une islamophobie qui est réelle et institutionnalisée? Il prend du souffle, il faut du cardio pour cette question. Ouais. Non, parce que en fait, dans ta question, elle est structurée à ce que en fait, je ne peux même pas répondre. C'est exactement ça. Voilà. En fait, c'est qu'il y a un racisme qui est complètement structurel institutionnalisé, et institutionnalisé dans notre pays.
Il y a un fait qui est quand même aussi là, il y a de l'antisémitisme, il ne faut pas non plus reculer face à ça. Ah, oui, bien moi, sûr, je suis fier aussi de dire que à l'Assemblée nationale, on a créé un pôle justement pour se battre contre l'antisémitisme en France, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là, qui sont donc détentrices des médias en France, sont des personnes qui sont d'extrême droite, qui représentent l'extrême droite, qui font leurs accords avec l'extrême droite et qui invisibilisent des actes génocidaires en cours en Palestine, qui invisibilisent des actes islamophobes et qui préfèrent parler de cas qui, après, au fur et à mesure du temps, vont être remis à leur place par la justice en disant que la dame qui s'est fait taguer une croix juive sur sa porte, c'était elle-même qui l'avait tagué. Les tags juifs sur les étoiles de David qui ont été faites, c'est soi-disant la Russie qui nous envoie du monde pour déstabiliser le pays français. Donc bref, toutes ces conneries en fait amènent à ce que ça divise les peuples et ça met des doutes chez certaines personnes. C'est ça personne le doute n'est antisémite si ce n'est l'extrême droite dans ce pays qui ont été à l'origine de l'antisémitisme grandissant en France, qui ont livré des juifs à Hitler. Et sur l'islamophobie, elle est grandissante, et elle est grandissante aussi avec une extrême droite et aussi des gens de droite tout court, comme les Ciotti, etc., qui banalisent cette vision-là et qui, en gros, te font comprendre que c'est des gens qui sont supérieurs à nous. À nous aujourd'hui reprendre le dessus, de s'intéresser au monde politique, de faire changer les institutions, de faire changer toutes les programmations de télé et d'essayer d'amener à quelque chose de plus correct dans ce pays, tout en n'étant ou pas racisé. Parce que la personne qui ne l'est pas, elle peut défendre tout autant bien, elle peut se battre contre l'antisémitisme que contre l'islamophobie. Et on a besoin de tout le monde, et il faut que le peuple soit unifié. Franchement, il faut qu'on se rassemble tous derrière la République et qu'on arrête avec les religions, parce que les religions, quiconque c'est un vrai religieux, en fait, il est chez lui et c'est un sage. C'est-à-dire que le mec, il prend la bonne parole. C'est la discrétion, l'humilité, c'est la base de tout. Donc du coup, c'est bon, arrêtez de parler de religion. Et en plus, la plupart des gens, ils sont même pas religieux. Oui, c'est ça le pire. C'est ça l'ironie du. Ils croient qu'ils sont religieux quelquefois, mais non, c'est. Pardon, mais il faut le dire. Non, et puis il faut qu'on avance tous ensemble pour pouvoir être efficace. Ça sert à rien de diviser. Si on se divise, diviser pour mieux régner. Et on recule, on stagne, on n'avance jamais. Moi, regarde, je les ai eus, mais alors comme pas deux à l'Assemblée nationale. Je suis allé en Arménie quand il y a eu l'épuration ethnique. C'est bien parce que du côté de ma famille, déjà du côté de ma mère, c'est algérien-espagnol, du côté de mon père, c'est arménien-italien. Parfait, allons-y. Je vais en Arménie, je vais défendre les chrétiens d'Orient. Mais je reviens avec un dossier, écoute-moi, de malade, en expliquant que l'Azerbaïdjan, qui est donc un pays musulman, est en train de faire des accords avec Israël, qui est donc un pays qui est ni musulman ni chrétien, d'accord, et qui fait des accords et qui vend des armes qui servent à fracasser des Arméniens. Donc du coup, j'explique à l'Assemblée nationale, oui, vous vous insurgez de ce qu'il se passe en Arménie, très bien, et les accords entre Israël et l'Azerbaïdjan, vous les dénoncez, et les accords entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, vous les dénoncez? Non. Et l'église qui a été bombardée à Gaza, l'église arménienne, vous le dénoncez? Non. Et là, écoute-moi, ils étaient en folie, et vous allez voir sur mon Insta, j'avais un costard blanc, et je leur dis, en fait, vous parlez tout ça, mais c'était en fait pour... je suis venu, moi, juste pour vous montrer votre haine des musulmans. Et l'Assemblée nationale, elle a été soulevée ce jour-là. Et allez voir, vous allez rigoler. Franchement, c'est des vidéos, et puis c'était il y a longtemps. Et c'est des vidéos où, en fait, j'avais toujours peur de parler, parce qu'à chaque fois que je parle, ils sont toujours en train de me crier dessus. Islamistes, collabos, et chauffeurs de Mélenchon, et bon à rien. Et moi, je suis là, je regarde. Ils sont mauvais, ces merdes. Ferme-la, laisse-moi parler. Mais en fait, ils ne te laissent pas parler. Ils cherchent à te déstabiliser. La force, il faut aller la chercher. C'est un manque de respect total. La force, tu l'as avec toi, la force. Surtout. Un dernier petit truc, après on passe aux questions des auditeurs. Donne-nous
une petite anecdote croustillante sur toi que tu n'as pas. De ce que tu veux, de quand tu étais chauffeur, de quand tu étais gosse, de quand, je sais pas, moi, une bagarre, ce que tu veux. Que personne sait. Ce que personne sait. Un exclu pour nous, pour ici à OVLM. Pour OVLM. Allez. On y croit. Bon, on a déjà le fait qu'il mentait quand il se prennent des roustes à PES. On a déjà ça. En fait, il y a tellement de dossiers. Ouais, mais il choisit lequel, il choisit. De toute façon, il reviendra pour nous en donner d'autres, vous inquiétez pas. Non, mais une anecdote dans ma vie. Alors, tu nous disais qu'il fallait des choses à se mettre sous la dent. Vas-y, on voit sur le moment. On va te mettre dans la sauce. On lui fait la filade ou pas? Je sais pas. Non, je sais pas. On reviendra dès qu'il y a une question que... Tu dégagnes la carte Joker pour aujourd'hui? Ouais, non, même pas. Je vais revenir dessus, mais juste après, entre les 2-3 questions allez, qu'on ça me marche. pose. Bon, roulement de tambour. Moi, j'ai on une prend vos qui est questions. très pertinente. Vas-y, prends-la. Est-ce que, du coup, je vais essayer de la retrouver, mais en gros, je m'en rappelle plus ou moins. Est-ce que vous allez avoir un impact ou la main sur les médias? C'est-à-dire, quand je dis médias, est-ce que vous allez contrôler ou superviser ce qui passe sur les médias, radio, télévisée ou journal télévisé, etc. Ok, donc est-ce qu'on est en capacité, nous, de maîtriser les médias? Non. Okay. Déjà, premièrement, parce que tout le monde était content quand le Front National a posé sa espèce de loi avec Macron pour supprimer la taxe de l'audiovisuel, ce qui a complètement en fait libéralisé les médias en France, et donc du coup, que c'est donner les médias aux riches pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Avant, c'était les Françaises et les Français qui le payaient pendant les impôts. On leur disait, vous avez la télé, il faut cocher cette case. Et si tu coches cette case, tu payais 275 €. Tout le monde était dégoûté de payer ça. Mais en fait, on ne savait pas, mais en fait, c'est juste pour sauver le service public. Et le service public était donc géré par des personnes qui ne font pas ni de politique et qui ne peuvent pas orienter et endoctriner de façon massive la population. Donc non, on n'aura pas la main sur les médias, mais par contre, il y a l'ARCOM qui est là pour surveiller, et il y a d'autres institutions qui sont là pour surveiller les médias, et on les saisit à chaque fois qu'il y a des dérives. Et là, il y en a encore eu, la Louis députée... Boyard, là, ce qu'il a fait là, non? C'est pas ça par rapport voilà, Louis Boyard, il s'est fait insulter par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, ils ont été condamnés, donc du coup, là, c'est 3,5 millions d'euros qui doivent être donnés à l'ARCOM parce qu'ils ont fait quelque chose, quoi. Ou je sais pas si c'est à l'ARCOM ou je sais pas à qui les a donnés, mais en tout cas, il a été condamné. Et je suis très content parce que ça a mis à mal cette chaîne-là. Et puis voilà. Ouais, des gens comme vous, vous parlez normal, on parle tranquille. On pourrait vous donner la parole, ça serait mieux. Et puis voilà. On va reprendre C8, ça y est. On coupe pas la parole. On va les faire sauter. On va tous les faire sauter. On va faire C13. On est là tous les jours, hein. C'est juste, voilà, maintenant la chaîne vous l'avez. On répète du lundi au vendredi de 19 à 20. Il y a tous les réseaux. On va vous les communiquer. C'est fait par nous, pour vous, par le peuple, pour le peuple. Si vous avez des suggestions de sujets, de débats de société, envoyez-les nous sur les réseaux et on les traitera, promis. On avait une question, pas ouf, mais qu'on doit poser quand même. On a quelqu'un qui nous a dit, parle-nous de tes origines algériennes. Du coup. Je pense que tu l'attendais, celle-là, c'était logique. Arrête de faire semblant à la grimace. Non, je te jure. Arrête. Pas de ça ici. Je m'attends à tout, mais pas que à ça non plus. Mais les origines algériennes, moi, vous savez, quand j'ai ma mère qui me dit je veux absolument aller sur les tombes de mes ancêtres pour me présenter à eux, frérot, tu as 17 ans, tu deviens fou. Tu dis, attends, je suis algérien. Je suis pas algérien. Non, tu n'es pas algérien, tu es français, Sébastien, tu t'appelles Sébastien Delogu, tu es un français, mais effectivement, tes ancêtres, ils ont vécu en Algérie, pas quand elle était française, Sébastien, mais quand elle était algérienne, d'accord. Et donc, du coup, elle te dit juste en pleurant, avec émotion, qu'elle a envie juste de se présenter devant la tombe de ses ancêtres, ce que maintenant j'ai pour objectif, c'est-à-dire d'amener ma mère là-bas pour qu'elle puisse... Et ils sont d'où ? De Seigna, à Oran. Voilà, donc du coup, mais ils ont beaucoup, je sais que la tombe est là-bas actuellement, ils ont beaucoup voyagé là-bas. C'est pour ça que tu aimes le rail. Mais moi j'aime tout, en vrai j'aime tout. J'ai la musique arménienne aussi, je me régale, je sais pas, des fois je me tape des délires. Le matin je suis dans la voiture, je vais écouter Luis Casal qui est espagnol, je vais écouter du Barry White, je vais écouter, mais je sais pas. T'as du gazous dans les veines, ça se voit trop. On vient de nous dire ça là.
Et côté espagnol, c'est de quel coin? Murcia. Il y a beaucoup de drapeaux sur la Andalousie. En Andalousie. Ouais, c'est le nord de l'Andalousie. Mais moi, j'ai un nom sarde. D'accord. Donc, du coup, mon père, c'est de Logus, c'est un nom qui est sardignol. Et donc, qui vient d'Italie. Et sa mère est arménienne. Et ils ont subi donc le génocide en Arménie. Et ils sont venus ici à la Vis. Ils ont terminé au boulevard de la Syrie. Dans les quartiers nord de Marseille, dans le quartier arménien, qu'ils n'avaient pas un franc. Parce qu'après, tu avais Beaumont où c'était le quartier arménien. C'était un peu UPE, tu vois. C'était un peu. Mais c'est des personnes avec lesquelles je prends grand soin, puisqu'on accueille des écoles arméniennes où on essaie justement de leur faire voir ce que c'est, tu vois, l'Assemblée nationale. On a reçu des écoles des quartiers nord de Marseille, parce que des enfants, j'en ai reçu pendant, mon Dieu, on a reçu des minots de fond vert. L'école de Fond Vert, ils sont venus. Moi, j'étais trop content. La dernière fois, je suis allé à Fond Vert, il y a un minot. Il a crié Sébastien. Je me suis dit, c'est qui? Il me dit, mais tu m'as appris à l'Assemblée et tout. J'étais trop content. Tu vois, c'est des trucs, en fait, ça, c'est pas politique. Mais en fait, ça l'est malgré tout parce que tu apprends aux institutions. Et franchement, je vais vous montrer parce que c'est une dinguerie. Tu apprends quand même les institutions à ces enfants-là. Eh ben, eux, ils te le rendent d'une manière qui est en fait inégalable. C'est du jamais vu. Dans l'Assemblée nationale, moi, j'étais en train de leur montrer, ce qu'ils étaient en train de voir. Je leur expliquais la situation et tout. Et d'un coup, ils se sont mis juste à chanter en fait la Marseillaise. Et tout le monde est resté choqué. Même les huissiers, ils ont dit, c'est vous qui avez demandé? Je dis non, c'est pas moi. Ils ont chanté la Marseillaise. C'est eux qui l'ont chanté. Et ça, c'est des trucs, moi, à la fin, j'étais en train de pleurer, alors que je suis un daron, que, tu vois, normalement, je pleure pas, je suis un bonhomme et tout. C'est émouvant, hein. Mais en fait, je me dis, mince, mais putain, en fait, la République, elle leur crache à la figure, parce qu'elle s'occupe pas d'eux, elle donne pas d'argent public pour aller les aider. Ils vivent dans des logements qui sont insalubres, ils mangent, excusez-moi, mais des aliments qui sont des aliments chimiques, et donc pas des produits du terroir, et qui va faire qu'ils vont mourir peut-être à 64 ans, parce que les gens des quartiers, ils meurent à 64 ans, et ça, c'est des chiffres qui sont prouvés. Et du coup, ils vont aller à la retraite à 64 ans. Donc, ils vont travailler toute leur vie. Tu sais que c'est leur quotidien, que ça va leur arriver. Eh ben, lui, il arrive à l'Assemblée nationale, il a 11 ans, 10 ans, et il te chante la Marseillaise comme s'il vibrait de la République. Et ça, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, tu me dis confiant? Ouais, direct. Ouais, très confiant. Ça fait du bien de l'entendre. En tout cas. Ça, moi... Ça fait du bien d'entendre un discours comme ça. On prend une dernière question qui est très, très pertinente de Myriam. Attends, il y avait aussi une autre. Ils sont trop beaux les mélos. Avec la petite sacoche, ça tue. C'est les petits des quartiers, ça. C'est par cœur, ils sont pas en train de lire. Fond vert. Et c'est ce petit-là la main sur le cœur. Que je ne connaissais pas, la main sur le cœur, qui m'a dit à fond vert. Montre-le. Qui m'a dit à fond vert. Je te connais, je t'ai vu à l'Assemblée. Ouais, c'est toi qui m'as amené à l'Assemblée. Ça, bravo. Ça c'est ma République. Ça. Mais ils disent que c'est la nôtre, c'est la nôtre, c'est la nôtre. France. Ouais, bravo. Laisse-le parler. On a Myriam, celle de Myriam 9523 qui dit bonjour, je suis professeur en lycée pro, j'ai des élèves majeurs en situation professionnelle, donc pour la période de stage, qui ne peuvent pas être payés pour leur stage. On a essayé de faire remonter ce qu'on pouvait, mais rien. Comment ça se passe? Comment faire face à ce genre de situation où c'est qui paye pas le stage? Il n'y a pas la possibilité de. De toute façon, on est en lycée pro, donc c'est l'État qui paye la petite. C'est 15 euros par jour, je crois. Je crois qu'ils font sur les 5 jours de stage, ils sont à, c'est ça, 100 euros pratiquement. Donc ça fait 18. Comment ça se passe pour des élèves qui sont en situation irrégulière, comme c'est le cas pour Myriam? C'est Marseille? Elle ne le précise pas. Ok, donc elle regarde juste où elle habite, elle le dit à son député, le député il interpelle le gouvernement. Dans le 9-5, c'est Louis Boyard, je crois. Ah bah oui, ça, Louis Boyard, il s'en est déjà des fois, occupé. le numéro falsifié, mais... Elle lui a dit que Louis Boyard s'en occupait. On a encore des minots qui ont fait des stages, j'ai vu la semaine dernière, qui n'ont pas été payés encore. Depuis le mois de septembre. Louis Boyard, c'est le référent de la jeunesse en France, et c'est un mec, il est à l'affût constamment sur ce genre de choses. Il a posé une question au gouvernement sur ça, il a mis Prisca Thévenoud en PLS, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, et elle a dit, c'est bon, ils vont être payés, mais là, apparemment, il y a une seconde vague de
de stage, et donc du coup ça, on en remet une couche. Je vais l'appeler, je vais lui expliquer, et puis il va remettre la pression, quoi. Voilà. Parce qu'apparemment c'est un député RN dans le 9-5, elle a dit. Il fera rien pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez, je sais pas quand c'est que vous allez le voir. Mais... Continue avec la dernière question. Après, je te ferai lire, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les messages de remerciement et de reconnaissance, parce qu'il y en a pas mal, je te ferai lire quand l'émission aura... alors moi, on m'a parlé, j'ai vu une question qui est revenue de nombreuses fois, c'était sur le projet Marseille en grand. Voilà, ils voulaient savoir si tu étais dessus, sur ce projet, si ça continuait, etc. Donc, moi, j'ai eu... mon cabinet a eu aujourd'hui, d'ailleurs, la préfète, la sous-préfète qui est en charge du plan Marseille en grand, pour leur demander si, justement, ça s'arrêtait pas, ça continue pas, etc. On ne sait pas. Ok, donc, c'est en stand-by, ok. C'est pas en stand-by. En fait, tout continue comme si de rien n'était, et on va attendre que le nouveau gouvernement arrive pour savoir s'il va y avoir une évolution vers le bas ou vers le haut. Donc ça, on verra dans les prochains jours à venir. Quoi qu'il en soit, moi j'ai demandé déjà une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, la législature d'avant. Donc s'il faudra le refaire, je le referai. Mais je pense que la sous-préfète est concentrée à ça, Madame Averrouz, et donc du coup je vais essayer donc de la re-rencontrer dès que le gouvernement sera en place, pour mettre déjà face à Madame la sous-préfète, qui est en charge de ça, le rapport de la Cour régionale des comptes, qui amène à ce qu'il y ait quand même pas mal de problèmes liés à ce plan Marseille en grand. Et donc du coup, ils doivent nous rendre des comptes, parce qu'un député, ça écrit la loi, mais ça contrôle aussi l'action du gouvernement. Et donc du coup, pour cela, je vais rester à l'affût. Et quoi qu'il en soit, même si demain, il n'y aura rien, et que derrière, la population sera organisée par le député de Logu, qui récupère les institutions, et donc la mairie de Marseille, la métropole et la région, et blablabla, et blablabla. Il y aura beaucoup d'auto-organisation de la population, notamment si la construction de logements sociaux doit se faire, elle se fera par les habitants qui habitent le quartier, et pas des gens qui viennent de je ne sais pas quel pays ou je ne sais pas quelle ville. Ça, il faudra que ça soit marqué noir sur blanc le jour où il y a des accords qui se font, parce que là, pour le moment, les gens qui s'occupent de la rue, là, ils sont allés à Herbel, là, avec Samia Ghali, elle est allée à Herbel, elle a dit oui, vous allez tous travailler, etc., etc. Et tout le monde était content, tout le monde a applaudi. Et je vais refaire une réunion avec eux, je vais leur dire qui était là, je veux le nom, prénom, et je veux savoir qui va travailler réellement. Personne va travailler. Ou il y a 20 personnes qui vont me faire travailler 3 jours, ils vont être payés 280 €, et puis après, tu les verras plus. On va passer à la petite dernière. Un grand coucou à Monsieur Drill. Je me permets de faire un coucou à lui parce qu'il est là depuis le début. C'est un Tarna. Il est là depuis le début. Coucou à lui. Donc, c'est une question sur le milieu carcéral. Ouais. Comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, en France, il y en a qui rentrent pour des délits mineurs, qui rentrent pour quasiment rien, qui ont du mal à sortir? C'est quoi les délits mineurs? Des questions de crimes de tous les jours. Voilà, tout à l'heure, tu parlais de conduire sans permis, un flic, je sais pas, qui te malmène gratuitement, tu lui dis un mot de travers, tu vois, des trucs comme ça. Normalement, tu rentres pas en prison pour ça. Tu rentres en prison s'il y a récidive sur un... C'est ça, c'est normalement. Quand tu rentres en prison, c'est que vraiment tu es allé au bout du truc. Donc si c'est des petites peines et que tu prends des petites peines, tu prends ta petite peine. C'est quoi le truc en fait? Pourquoi tu me dis ça? Dis-moi. Parce que justement, on a une question. Oui, mais justement, en comparaison, par exemple, on prend des pointus. Des pointus, pour ceux qui ne savent pas, le langage familier, c'est les violeurs, qui sont souvent des récidivistes d'ailleurs, qu'ils prennent des plus petites peines qui sortent beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui tombe pour stupéfiant. C'est pas normal. Comment tu peux l'expliquer? La défaillance de la justice, de la législation, elle se trouve à quel niveau? Moi, je trouve qu'elle déjà, elle se place au niveau des moyens, parce que le syndicat de la magistrature appelle au gouvernement à donner plus de moyens aux magistrats pour pouvoir enquêter. Donc, du coup, tu vas te retrouver peut-être avec un pointeur, comme tu dis, donc une personne qui fait peut-être des actes de pédophilie et qui ne va peut-être même pas être arrêtée. Et face à des fois des petits dealers de quartier qui, eux, vont être arrêtés, mais qui, peut-être, même eux, ne vont même pas rentrer en prison, parce que de toute manière, les dossiers s'entassent, etc. etc. Ce qui m'importe, moi, c'est pas de mettre et de juger quelle est la peine la plus à même à prendre par rapport à tel conflit que tu peux avoir avec la loi. La loi, elle doit être respectée par tout le monde. Et sur tout le territoire, parce que
ça amène à avoir une situation pérenne dans le pays, à un certain calme. Donc du coup, il faut vraiment que les gens se comportent correctement. Après, effectivement, la misère, l'argent facile, on peut facilement basculer là-dedans. Les gars ou les filles, payez votre dette et ressortez, échangez, essayez d'évoluer. Et puis si vous avez besoin, on sera toujours là. Moi, je ne vais pas juger les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais j'ai besoin aussi qu'il y ait plus de moyens aux magistrats pour faire avancer les choses, à la police judiciaire pour aller couper la tête des donneurs d'ordre qui sont souvent des gens en costume et qui, pour eux, la vie de mec de quartier n'a aucune importance. Ils en ont des centaines de milliers d'autres de vies à utiliser, de cartes à utiliser. Et que, en fait, bon, tout ça, c'est un système qui est compliqué. C'est même une façon de penser qui n'est pas encore totalement fini d'émerger dans ma tête. Mais je sais pas, je sais pas. Voilà, je t'ai répondu. Comme j'esquive pas la question. Tu réponds au peuple, hein. Non, mais j'esquive pas la question, mais juste, voilà, je sais plus ce que je pense. les tenants et tous les aboutissants. Peut-être qu'il n'y a pas la science infuse, quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Et j'ai besoin aussi de me référer, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr, tu peux pas y répondre sur le coup. De parler, La dernière promis, d'ailleurs, c'est bien sur Marseille. C'est une question normal, te casse. Alors. On n'arrête pas si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir à attendre. En tout cas, voilà, il fait les choses avec le cœur, avec la bonne intention. Il n'est pas là pour dire bon, je réponds, je me barre. Non, c'est pas comme ça. Ici, on fait les choses bien ou on les fait pas. Je suis arrivé 1 heure avant pour vous rencontrer, vous connaître, etc. C'est pas inventé, c'est du direct. Donc, monsieur Delogu, que pensez-vous des techniciens de la ville de Marseille sur vos territoires qui financent grassement des associations de bobos au détriment des associations de proximité? On va les faire sauter. Ça, c'est bien. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Je vais vous expliquer. Tu vas leur éteindre la flamme comme dans Koh-Lanta, c'est le nom de code. Exactement, on va leur éteindre la flamme. Non, en vrai, moi, j'attends qu'une chose de vous. Les gens qui nous regardent et qui sont en capacité, en fait, de comprendre réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes endormis. Et tout à l'heure, j'avais appelé ça quoi? J'avais dit quoi? L'anesthésie. Ouais. Vous êtes anesthésié. Des fois, pas vous, mais des gens qui vous entourent à des associations, par des subventions, par du travail, par un appartement. N'oubliez pas de vous poser juste la question de qu'est-ce qu'ils ont fait changer réellement. Tournez-vous autour de vous. Regardez les quartiers, regardez réellement ce qui se passe. Ces gens-là, de droite ou de gauche, ça fait je sais pas moi, Marseille, il y a des 30 ans qui sont là, 30-40 ans. À gauche quand ils sont dans l'opposition ou quand ils sont au pouvoir, à droite quand ils sont dans l'opposition ou au pouvoir. Il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, ouais, il y a des autoroutes qui sont refaites, il y a des tours qui ont été construites, il y a le palais de la Major qui a été là, c'était une méchante boîte, non je rigole, il y a eu des centres commerciaux qui se sont ouverts, etc. Il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses de très bien qui ont été faites. Mais quand vous vous retournez, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Le MUSEM, il a été créé. Combien de gens dans nos quartiers, ils sont venus et ils ont eu accès au MUSEM gratuit? Personne, ou pratiquement personne. Quand tu fais des centres commerciaux comme les terrasses du port, les terrasses du port, ça profite à qui exactement? J'aimerais bien le savoir. Touristes. Non, mais est-ce que... Moi, quand je regarde les terrasses du port, je me dis, moi, j'ai pas un franc pour aller aux terrasses du port. Bon, maintenant, je suis député, j'ai plus les mêmes moyens. Mais avant, ça m'intéressait pas. Je me disais, j'avais pas l'argent pour aller là-bas. Et puis, de toute manière, comment je fais pour aller là-bas? Et ça met 45 minutes pour aller en ville. Tu vois, des trucs de fou. Et quand vous regardez vos quartiers, vous voyez vos quartiers, ils évoluent pas. À la Castellane, il y a quoi qui a évolué? Il y a une tour qui est tombée, les bâtiments, tout, c'est tous pareil. Quand tu regardes la Bricarde, c'est pareil. Quand tu regardes les écoles, c'est pareil. Et après, on te dit... Ouais, mais là en rue, ça arrive, ne vous inquiétez pas, on a volé des millions, on a voté des millions, donc volé, putain. Là en rue, excuse-moi pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Donc du coup, ils prennent de l'argent, ils votent, ils disent on va rénover vos logements. Très bien, parfait. À la Savine, vous avez fait quoi? Ils ont refait des logements, ça a coûté des millions. Allez-y, vous allez à la Savine, vous montez tout en haut, vous regardez à gauche, vous dites de loin, les bâtiments, ils sont beaux. Mais regardez mes stories. Regardez à chaque fois que je poste des stories. C'est qu'à l'extérieur, non? Mais même pas à l'extérieur. C'est en train de moisir. Ils ont parce que, qu'est-ce qu'ils font? Et je vous explique comment ils s'organisent. Vous allez vite comprendre. Ici, c'est le chantier qui arrive. 50 millions d'euros. Ça arrive comme ça. Et là, en dessous,
C'est toutes les sociétés qui vont travailler pour rénover et mettre la peinture, les tuyaux, donc la plomberie, le gros œuvre, etc., les fenêtres, le PVC, blablabla. Blablabla. Quand vous êtes à ce niveau-là, il y a 50 millions d'euros là. Et puis, d'un coup, ils donnent à une société en sous-traitance, et puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Et en fait, entre tout ça, il y a des sociétés qui ne font pas de travaux. Ils récupèrent un chantier, ils disent j'ai récupéré un chantier. Tu veux travailler toi, cousine? Allez, tiens, je te donne ce chantier-là en sous-traitance. Par contre, tu me dois 300 000. Hein. Mais le mec, il n'a rien fait, il a juste répondu à un appel d'offres. Et en fait, ça baisse l'argent qui, de base, est mis pour pouvoir faire ces travaux-là. Et à la fin, on se retrouve avec une enveloppe qui est amaigrie. Il n'y a presque plus rien dans l'enveloppe. Et ils se sont gavés et ils s'organisent comme ça, les élus. Ne croyez pas que ce n'est pas déjà organisé. Toute cette magouille politicienne-là, c'est une magouille qui est organisée depuis la nuit des temps. La nuit des temps. On se rappelle d'ailleurs de M. Gaudin à l'époque. Je ne veux pas parler de quelqu'un, je dis tellement la nuit des temps, parce qu'il faut dire la vérité, c'est depuis la nuit des temps. Ah oui, bien sûr. Mais il y avait, je me rappelle, il y avait eu des trucs sur les travaux publics, des marchés. C'était compliqué à un moment de son côté. Il y a des gens qui vont tomber là dans pas longtemps. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. S'il y en a qui peuvent faire. Non, parce que qui doit exactement contrôler l'avancement de ces travaux quand ils sont votés? Ben moi, je m'en remets à chaque fois au préfet, en fait. C'est le préfet. Parce que c'est l'institution qui me permet d'avoir un œil sur ce qu'il se passe. Et puis après, vous avez les magistrats qui sont là pour aussi surveiller, le procureur de la République. S'il y a un problème qui ne va pas, ben, il faut le dire. Et nous, les élus, on a la possibilité de faire un article 40. Donc après, c'est bien beau, moi, de dire aujourd'hui, Sébastien Delogu, il montre telle et telle personne du doigt, que soi-disant, il va avoir tel et tel problème et qu'il y a tel et tel argent public qui est volé. Mais textuellement, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Seb, tu as quoi comme preuve? Rien. Oui, effectivement, vous êtes tellement bien organisé qu'en fait, on arrive à vous perdre. On se perd dans les papiers, c'est tellement compliqué. Excusez-moi, mais en fait, on le voit. C'est-à-dire que tu vas à la Savine, c'est complètement en train de se délabrer. Et pourquoi? Ah ben oui, mais c'est comme ça. Les gens, ils sont sales. Les gens, ils sont sales. C'est grave. C'est grave d'entendre des choses et comme ça. Ces gens-là, c'est des personnes parfois qui sont de notre communauté ou de la communauté des personnes qui représentent la population ici à Marseille. Et ils se servent de leur communauté pour pouvoir grandir et assouvir leur petit péché mignon de s'acheter des vestes ou des Louis Vuitton ou je sais pas trop. Mais quoi. Ça fait plaisir si le ménage est un peu fait. Ça va faire du bien. Mais après, moi, j'appelle le peuple aussi à se mêler. Mais j'appelle le peuple à se mêler aussi de ce qui se passe dans leur. Non, et puis en plus, c'est l'argent du peuple de toute façon à la base. Et il ne va pas au peuple. C'est ça, c'est des mecs qui se gavent encore plus, et au détriment du peuple. Et des fois, il y a des concertations qui sont faites dans des quartiers, et tu as 15-20 personnes qui viennent, alors qu'il y a 8000 personnes qui habitent dans le quartier. Et après, tu te dis, on n'est pas au courant. Eh ouais, mais frérot, il y avait une concertation. La mère, elle t'a appelé et tu n'es pas venu. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu dors debout. Donc du coup, après, ils signent un peu ce qu'ils veulent, les gens. Et puis ça avance comme ça. Et puis, ça le port, il est là, il nous ferme il tourne le dos à la ville. Tout le monde s'en fout, tout le monde dit rien. Mais en fait... Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait refaire dans cette ville et qu'il faudrait accentuer ou accentuer à certains moments. Donc, c'est important d'en parler. Après, je parle, il faut que les gens le comprennent, simplement et de façon directe. Et on n'est pas là pour aujourd'hui déballer le programme politique marseillais que Sébastien Delogu va appliquer ou que je ne suis pas là pour... expliquer dans les détails quelque chose et vous montrer mon côté aussi savant qui a quand même travaillé depuis 2 ans, qui est parti du quartier, qui est maintenant à l'Assemblée. Je parle à monsieur et madame tout le monde qui sont en capacité de comprendre et de se dire peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faudrait que je me mêle de mon quotidien plus souvent, etc. Voilà. Une petite question. Du peuple, là, t'es pas parti déjà, que tu leur manques déjà, donc je pense que tu sais où je vais en venir. Quand est-ce que tu reviens nous voir? Quand vous voulez, avec plaisir. On s'organisera ça. Dès qu'on le sait, qu'on planifie ça, on vous communique tout sur les réseaux, vous inquiétez pas. En tout cas, merci bien d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'être rendu disponible, d'avoir pris le temps. T'en es reconnaissant, merci pour la force aussi. Donc sur OVLM, vous savez que ça bouge pas.
Là, c'est le week-end. OVLM TV. On se revoit lundi, 19h, même équipe, même endroit. Bon week-end à tous. Vous savez déjà. Bon allez, à lundi, ciao, ciao. Bon week-end à tous. Merci encore. Merci. On a fait combien de temps ça? On a fait 1h30. Ah ouais, je vois pas Jean-Pierre, j'ai chaud. Je croyais que c'était 1h30. J'ai rien vu.